Bonjour les amis, ça fait vraiment longtemps qu'on ne se voit plus. Bon, comme l'ont voulu certains de mes amis, des gens qui m'écrivent parfois, ils m'ont dit, bon, ils ont constaté que j'ai disparu. Non, vous savez, c'est simple, moi je ne suis pas journaliste. Je fais des programmes. Donc quand j'ai quelque chose à dire, et quand je sens que vraiment c'est nécessaire pour moi d'ouvrir la bouche pour parler. Donc je n'ai pas une émission régulière là où vous devez me voir régulièrement. C'est un peu ça. Et je vous salue encore, ceux qui vont regarder ce direct Facebook. En tout cas, nous sommes toujours avec vous. Vous avez remarqué que dans l'espace d'un temps là, après les élections qui ont eu lieu au Congo démocratique, donc ce que moi j'appelle la triche, la magouille électorale, donc qui a amené le Congo là où il est aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle un malaise national. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a un malaise national au Congo démocratique. Et jusque-là, on ne sait pas qui fait quoi. Et ce sont les conséquences du non-respect de la Constitution et le non-respect de la volonté du peuple. Donc je vais toucher quelques petits points avant de finir, mais je voudrais un peu commencer avec le problème des réfugiés. Donc j'ai trois grands points. C'est ce que je devais commencer par dire. Je vais parler un peu des réfugiés. Et puis je vais me poser des questions sur l'accord secret qu'a signé Félix Tshilombo avec Joseph Kabila. Parce qu'en tant qu'intellectuels congolais, nous ne devons pas aller trop loin si nous ne savons pas les accords secrets que Kabila et Félix ont signés. Je vous salue vous tous, mes chers amis, chers frères et sœurs, puisque nous ne devons pas commencer à bavarder dans le vide. C'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Nous nous disons intellectuels, mais nous passons beaucoup de temps à nous insulter. Pas même à nous insulter. Il y a beaucoup de gens qui ont la culture des insultes. Pourquoi? Parce que nous fermons notre intelligence, nous fermons la pensée, au lieu de nous ouvrir pour chercher à savoir ce qui est derrière ce que nous sommes en train de voir. C'est triste de remarquer que beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas se poser des questions. Beaucoup de gens donc, veulent que les choses restent telles qu'elles sont. Et il y a un troisième groupe, là où il y a des gens qui sont en train d'espérer donc un lendemain meilleur pour la République démocratique du Congo, tout en ne sachant pas donc ce qui est en train de se faire, ce qui s'est fait. Et la situation actuelle, est-ce que vous êtes sûr, ça va vous amener ce dont vous êtes en train de rêver, ce que vous êtes en train d'espérer? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et je veux aussi effleurer la nouvelle du retour de Moïse Katumbi et le cas de Kyungwa Kumwanza, qui a dit que selon lui, il va donc nager avec le gouvernement actuel et il ne veut pas qu'on puisse lui parler d'autre chose. En ce qui concerne les réfugiés, comme je l'ai dit, il y a ceci, mes chers amis. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens, donc une inquiétude tellement grandissante dans le chef des Congolais. Donc beaucoup de Congolais se sont posés des questions parce qu'ils ont entendu leur président, donc Félix Tshilombo Tshisekedi, leur président que Joseph Kabila a nommé, qu'il a mis en place et à qui il est en train de dicter donc le mode de conduite. Donc Félix Tshisekedi était quelque part dans ses visites et il a demandé à ce que les réfugiés congolais puissent rentrer parce que tout va bien selon lui au Congo démocratique. Et ça créait vraiment un tas d'imbroglios sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont posés trop de questions.
Ils ont commenté, il y a eu des paniques, des colères, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que, selon ma connaissance, puisque j'ai aussi nagé dans ce monde des réfugiés, donc je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai quand même une connaissance. Parce que j'ai travaillé avec des institutions donc, qui prennent en charge donc, les réfugiés. Ce que je dois vous dire, c'est ceci. Ce n'est pas parce qu'un homme, soit-il le président d'un pays, dans une visite quelque part, dit que non, chez moi, il y a maintenant la paix, nous voulons que les réfugiés de mon pays puissent rentrer au pays, qu'ils vont rentrer. Non. D'abord, l'administration se fait par écrit. Si vraiment il a l'intention de voir les réfugiés congolais partout où ils se trouvent dans le monde, donc s'il veut les voir, si Félix, lui, il veut les voir rentrer au Congo, ce n'est pas seulement dans une petite tournée là-bas, tu te mets quelque part avec les Congolais de la diaspora et puis tu fais une déclaration et tu penses qu'ils vont rentrer. Non. Il faut qu'ils rentrent au Congo, qu'ils le fassent par écrit. Et il va adresser la lettre où c'est à l'ONU, d'abord. Parce que l'ONU a une branche qu'on appelle le HCR. C'est la branche qui s'occupe des réfugiés. Et l'ONU aussi, après avoir écrit à l'ONU, il va écrire aux pays, au pluriel même, des pays là où il sent qu'il y a des réfugiés congolais, et lui, selon lui, il sent qu'il veut que ces réfugiés-là puissent quitter ces pays-là. Donc il va mentionner ces pays-là pour rentrer au Congo démocratique. Et même quand il écrit comme ça, c'est-à-dire il fait une lettre en tant que gouvernement, une lettre officielle, cela ne suffit pas. Ça prendra un peu de temps. Pourquoi? Parce que l'ONU, le HCR, va maintenant travailler pour faire ce que même appelle l'assessment, l'état des lieux. Ils vont envoyer des gens pour aller au Congo, voir la situation politique, donc tous les aspects de la vie sociale, politique, c'est pas tout ça, pour voir si vraiment les réfugiés doivent rentrer au pays. Parce que vous savez, les hommes politiques, quand ils vont dehors, ce sont des menteurs. Ils sont là pour faire voir au monde que tout va bien, même quand tout ne va pas bien. Donc, l'ONU n'a jamais fait confiance aveugle dans les hommes politiques. Donc, le gouvernement doit le faire par écrit, comme je l'ai dit, envoyer la lettre à l'ONU, la branche, il y a une branche de l'ONU, comme je l'ai dit, le HCR, qui est en charge des réfugiés, et ils vont envoyer des équipes constituées, des gens de l'ONU, le gouvernement congolais, ils vont faire une tournée. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que s'il y a une institution qui est la mieux informée dans le monde, c'est l'ONU. Un président de la République peut mentir au peuple de son pays. Mais un président ne peut jamais mentir à l'ONU en général et au HCR. Puisque le HCR a des antennes d'information. Le HCR connaît des zones de turbulence dans un pays que même le peuple de ce pays-là ne connaît pas. Le HCR connaît ce qui est en train vraiment de se passer dans les coulisses politiques. Le HCR peut déjà envisager qu'à l'allure où vont les choses, il y aura encore un éclat. Que la stabilité qu'on est en train de montrer par les politiciens du Congo, par exemple, vers les gens du dehors, c'est une fausse stabilité. Le HCR connaît toutes les péripéties politiques et le HCR peut se décider de renvoyer les réfugiés ou pas vers leur pays d'origine. Et quand nous parlons de réfugiés, c'est un mot général. C'est-à-dire nous parlons en vrac, réfugiés. Mais nous devons aussi savoir que tout celui qui est en dehors du Congo, qui a dit qu'il a fui tel ou tel incident, n'est pas réfugié. Comme je l'ai dit, on appelle tout le monde réfugié en vrac. Mais quand vous entrez maintenant dans les annales de l'ONU,
dans le département de l'ONU chargé des réfugiés, le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, eux vont te dire, il y a des catégories des gens. C'est pour cela que vous allez voir, il y a ce qu'ils appellent les déplacés de guerre. Et quand vous fuyez le pays, vous traversez la frontière entre votre pays pour vous retrouver dans le pays voisin, le pays limitrophe le plus proche. Souvent, on va vous appeler demandeur d'asile. C'est-à-dire quand vous traversez le territoire, le fait de quitter votre pays, je suis en insécurité, à ceci, à cela. Quand vous traversez la frontière, vous allez vous présenter devant les institutions de l'ONU. Vous n'êtes pas réfugié automatiquement. On vous appelle demandeur d'asile. Il faut maintenant que le gouvernement du pays en question, là où vous êtes arrivé, donc le gouvernement doit s'asseoir avec le Haut Commissariat de ce pays-là pour prendre note et commencer à traiter votre dossier. C'est pour cela qu'ils font faire des interviews aux demandeurs d'asile. Et à la fin de cette interview, il peut y en avoir plusieurs, bien des interviews au pluriel. C'est quand on va statuer sur votre cas. Soit on vous dit que votre problème ne tient pas debout, vous ne devez pas rester sur notre territoire. Vous ne méritez pas d'avoir le refuge dans ce pays. En ce cas-là, on doit vous donner un délai pour vider les lieux, c'est-à-dire quitter ce pays-là, puisqu'après le délai qu'on va vous donner, vous serez illégal dans ce pays-là et l'immigration va vous arrêter, même vous emprisonner, vous serez dans des troubles. Et en fin de compte, on peut même vous déporter. Si après vous avoir entendu par l'équipe du gouvernement de ce pays-là, qui travaille sous la direction du ministère de l'Intérieur, avec le HCR de ce pays-là, ils voient que votre cas est solide, comme ils appellent eux-mêmes en anglais, you have a strong case. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, ça, it makes sense. Donc ça dit quelque chose. Il y a du sens dans ce que vous dites. Parce que ce que vous allez dire ne vont pas vous donner le résultat là-bas. Ils vont enquêter, regarder l'information nationale, internationale, pour voir que si votre histoire vraiment donc, marche avec la réalité du moment. Et s'ils vous acceptent, c'est maintenant que vous allez changer de statut. Vous allez quitter de l'état de demandeur d'asile. On va faire de vous un réfugié. Et quand on fait de vous un réfugié, on va vous donner des papiers maintenant, les cartes. C'est-à-dire, vous aurez maintenant beaucoup de droits. Vous aurez droit maintenant à l'école, si vous êtes élève ou bien vous voulez continuer en tant qu'étudiant. Vous aurez droit à chercher du travail. Vous aurez droit à monter même votre business privé sans trop de problèmes. Parce que le HCR maintenant va se tenir aux côtés de vous, vous protéger. Donc, c'est-à-dire, vous serez dans ce pays-là, non plus en tant que Congolais. Par exemple, si vous êtes Congolais, vous fuyez l'insécurité au pays, la politique, tout ça, on vous accepte, comme je l'ai dit. On change votre statut. De demandeur d'asile, on fait de vous un réfugié, on vous donne tous les papiers. Vous n'allez pas être sous le drapeau du Congo, ni le drapeau de ce pays-là, non. Vous allez maintenant être sous le drapeau du HCR, le drapeau blanc, qui a des mains comme ça, si vous avez déjà remarqué. C'est-à-dire vous êtes sous la protection du HCR. Vous êtes un citoyen de l'ONU, citoyen du monde. Si vous avez des problèmes, on peut vous arrêter par injustice, on peut, je ne sais pas faire quoi. Ceux qui vont se mettre debout comme des avocats pour plaider votre cause, ce n'est pas l'ambassade du Congo, de ce pays-là. Non, parce que vous n'êtes plus sous la protection du Congo. L'ONU va envoyer des avocats se tenir là-bas pour vous représenter s'il y a un cas au tribunal, tout ça. Parfois, l'ONU a des fonds, des bourses pour aller étudier, parfois de l'argent pour les gens qui veulent monter leurs petits et moyennes entreprises, on va vous donner l'argent. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent là-bas. Mais pour en bénéficier, il faut que vous soyez réfugié d'abord, c'est-à-dire reconnu comme tel. C'est ça. Et quand vous êtes réfugié, c'est-à-dire c'est comme si vous avez déjà à moitié coupé
votre lien, le lien qui existe entre vous et le pays d'où vous êtes venu. C'est-à-dire, ils n'ont plus le droit de venir vous dire n'importe quoi. Même quand le président d'un pays va dans un autre pays, il dit « Non, je voudrais que vous puissiez retourner les réfugiés. » Non, ça ne doit pas vous affecter, vous. Parce que vous n'êtes plus citoyen de ce pays-là. Donc vous êtes maintenant dans un autre monde. Mais ceux qui doivent s'inquiéter, ce sont des gens qui ont déjà fait entrer leur dossier auprès de l'ONU, département HCR, et auprès du département, qui travaille ensemble avec le département des affaires intérieures, et que le dossier n'a pas été encore accepté, ou bien le dossier est encore en cours, en suspens. Ce sont des gens qui doivent s'inquiéter. Puisque d'un moment à l'autre, on peut leur dire, ça ne marche pas, tu dois rentrer. Alors c'est un peu comme ça. Mais quand vous êtes déjà réfugié, même si la situation change dans votre pays, par après, on ne doit pas vous forcer de rentrer. Ça dépendra maintenant de vous. Parce qu'il y a une loi à l'ONU qui dit, on ne force pas à quelqu'un à qui on a donné donc le statut de réfugié à rentrer dans un pays. Dans le pays d'où il était venu, le pays qu'il avait fui. C'est comme retourner quelqu'un dans l'enfer, là où il a eu des traumatismes, là où sa vie était en insécurité et tout ça. On ne rentre pas en désordre, à moins qu'il ne choisisse lui-même. Et on choisit sur base de quoi? Du changement politique dans votre pays. À supposer, si vous avez fui le pays parce que vous étiez membre de l'UDPS et que le gouvernement de Mobutu, Kabila père, Kabila fils, vous malmeniez, et que maintenant c'est Félix Tshilombo qui est au pouvoir, vous sentez que maintenant c'est vous qui avez le pouvoir. Là, l'ONU peut vous retourner. Bien sûr, ça ne peut pas se faire d'une minute à l'autre. Il faut qu'il mène des enquêtes. Puisqu'il est dans la responsabilité de l'ONU de répondre. Au cas où vous rentrez et qu'on vous arrête, et on vous tue, par exemple, l'ONU va être appelée. L'ONU sera responsable d'un retour sans enquête, sans professionnalisme là-dedans. C'est ça. Il y a Calculus Akal. Pour ceux qui ont eu l'asile, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand tu as déjà l'asile dans un pays, on t'accepte officiellement, tu n'es plus demandeur d'asile. C'est ce que j'ai dit. Tu deviens réfugié. Donc, quand tu entres dans un pays comme ça, tu n'es pas réfugié automatiquement, tu es demandeur d'asile. Ça, c'est la catégorie dans laquelle tu es d'abord. Il faut t'asseoir, comme je l'ai dit, avec le gouvernement de ce pays-là. Donc, le ministère de l'Intérieur, qui a des gens qui vont envoyer pour te recevoir. Et puis, la branche de l'ONU dans ce pays-là, le HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés. Ces deux équipes-là doivent se mettre avec toi. Donc, pour parler, donc te poser des questions, faire l'interview. S'ils sont convaincus que ton histoire est valable, ils vont te donner le statut de réfugié. Tu auras même des papiers, bourse d'études, si tu as la chance, tu peux même travailler. Ça dépendra maintenant du gouvernement de ce pays-là. Il y a de ces pays, pour donner du boulot, c'est difficile. Il y a de ces pays qui sont ouverts, comme les pays industrialisés, comme l'Afrique du Sud. On peut te donner du boulot. Tu peux te retrouver en train de travailler dans un département, un grand job que tu n'avais même pas au Congo. C'est comme ça. Donc, sachons faire la différence entre demandeurs d'asile, dont le statut n'a pas été encore approuvé, et réfugiés, c'est-à-dire à qui on a accepté le séjour dans ce pays-là. Ces gens-là ne doivent pas s'inquiéter. Ceux qui doivent s'inquiéter, si par exemple un président, comme Félix l'a dit quelque part, que les Congolais doivent rentrer, ceux qui doivent s'inquiéter, ce sont les demandeurs d'asile, dont leur dossier est en cours, ou bien dont leur dossier n'a pas été accepté. Ces gens-là, maintenant, se trouvent dans la possibilité de rentrer. Puisqu'on ne te retourne pas en désordre, on te donne un délai. Souvent, ça varie entre 60 et 90 jours. C'est-à-dire entre 2 ou 3 mois. On peut te donner les papiers temporaires. C'est-à-dire, dans 90 jours, monsieur, déguerpis. Prends la poudre d'escampette. Si donc l'immigration de ce pays-là te ramasse, maintenant tu
sera considéré comme un monsieur, une personne vivant illégalement dans ce pays-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, chers frères et sœurs congolais, vous tous qui êtes éparpillés dans le monde avec le statut de demandeur d'asile, vous devez vous inquiéter. Car votre dossier est soit en cours, votre dossier n'a pas encore été accepté. Donc, il n'y a pas encore eu de décision finale sur ça. Ceux qui sont déjà réfugiés ne doivent pas s'inquiéter. Ils sont dans un autre monde, ils sont sous la protection directe de l'ONU. C'est comme ça. Mais il y a de ces pays qui ont une mauvaise politique. Souvent, ces pays-là se trouvent en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le continent là où l'organisation n'est pas encore parfaite. Il y a trop de pauvreté. Donc, on peut vous donner un statut de réfugié par un pays africain, mais vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas droit à beaucoup de choses, selon ce qui est écrit dans les annales de l'ONU. Donc, accord entre l'ONU, le HCR et ce pays-là. Ils écrivent de bonnes choses. Tu auras droit à ceci, tu auras droit à cela. Mais dans beaucoup de pays africains surtout, vous allez trouver qu'on peut vous donner un statut de réfugié, vous l'avez en main. Mais vous ne jouissez pas des choses qui sont écrites sur le papier. Vous allez commencer à vous plaindre chaque fois, aller de gauche à droite, droit de l'homme, tout ça. C'est comme ça avec l'Afrique. Il y a de ces pays qui peuvent avoir ce dont vous cherchez. On peut vous les donner, mais c'est par mauvaise foi. Parce qu'ils jouent à ce qu'on appelle le protectionnisme. Comment voulez-vous qu'un Congolais qui vient du Congo peut aller par exemple au Botswana, devenir demandeur d'asile, on lui accorde l'asile, il devient réfugié, il est très intelligent, il parle anglais. Les Congolais, vous savez, ont beaucoup étudié. Nous avons eu la chance, même sous Mobutu, même si Mobutu avait ses côtés négatifs, ceux qui ont quitté le Congo ont remarqué une chose. Mobutu nous a privés de beaucoup de choses, mais il nous a bénis avec les études. Nous avons eu un taux de Congolais intellectuels très élevé par rapport à beaucoup de pays. Et il fallait seulement entrer dans ce pays-là, changer vos études là que vous avez dans la tête, du français en anglais, et vous aurez un boulot là-bas. C'est comme ça. Et souvent, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jaloux. Au lieu de vous donner toutes les possibilités prescrites par le HCR, ils doivent en tout cas traîner, vous mettre dans un état là-bas, vous allez vous sentir donc mal à l'aise, vous n'allez pas jouir de vos droits. Et c'est ce qui pousse même. Si vous êtes intelligent, malin, vous devez maintenant faire pression sur le HCR. Donc le Haut Commissariat des réfugiés, que moi j'ai mon statut, selon ce qui est écrit dans les livres du HCR. Parce que les pays qui acceptent les réfugiés, ce sont des pays qui ont signé. Ce n'est pas par hasard. Il faut d'abord se renseigner. Avant d'aller chercher l'asile dans un pays, j'ai oublié de vous le dire, il faut vous renseigner si ce pays-là a signé un pacte avec l'ONU, le HCR. Vous risquez de tomber dans un pays là où le HCR n'existe pas. C'est-à-dire, vous allez vous trouver dans une situation difficile. Je peux vous donner un exemple. C'est pas, par exemple, le pays de Kadhafi, de son vivant, la Libye. La Libye n'avait pas de HCR dans son pays là-bas. Il n'y avait pas de haut commissariat des réfugiés. C'est-à-dire, tu fuis le Congo, Mobutu veut me faire ceci, Kabila père est venu, veut me faire ceci, Joseph Kabila fils veut me malmener. Tu te retrouves en Libye, là, tu fuis pendant que Kadhafi était vivant. Il n'y a pas de représentation du HCR, pas de haut commissariat pour les réfugiés ou Tadjidjour. C'est pourquoi il faut te renseigner. Il faut aller dans un pays là où il y a de représentation du HCR. C'est comme ça. Et souvent, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un problème complexe. Qu'on ne vous trompe pas, que parce que Félix Tshisekedi a voyagé, il a parlé, donc le ciel va tomber. Non, c'est par ignorance. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui nous tue, nous les Congolais, dans beaucoup de choses, même la politique du Congo, quand nous parlons, on nous insulte, c'est l'ignorance qui fait qu'un Congolais qui s'appelle intellectuel, tu le vois en train de s'agenouiller, même devant des ignorants, mais parce qu'ils sont politiciens au Congo. L'ignorance. Informez-vous. C'est pourquoi quand vous parlez aux Blancs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans cette période, à cette ère, donc de l'information
qui tombent partout. L'information nous vient de partout sur les téléphones cellulaires. Nous sommes maintenant connectés au monde, même au ciel. Mais si tu restes ignorant, mon cher frère, ma chère sœur, c'est question de volonté maintenant. C'est-à-dire, on a peine d'Akoba qui vit. Il y a beaucoup de sources d'informations. Vous entrez sur Google, vous allez étudier même, connaître ce qu'on ne vous a jamais raconté, là où vous êtes, ou bien là où vous voulez aller, là où vous avez été dans le passé. C'est comme ça. Et parmi les réfugiés là, il y a encore des réfugiés, il y a encore des catégories de réfugiés. Dans le non-réfugié là, il y a encore des catégories de réfugiés. C'est quand vous faites par exemple une grande guerre, vous êtes en masse, comme c'était le cas des Rwandais qui étaient venus au Congo. Vous êtes tellement nombreux, des millions. Par exemple, 1 500 000 Rwandais étaient entrés au Congo. L'ONU n'a pas le temps de s'asseoir pour vous interviewer et dire « Oh, toi, oui ou non ». Et c'est ce qui nous a encore coûté de problèmes que nous sommes en train de payer jusqu'aujourd'hui. Parce que le Congo, le Zaire de Mobutu n'avait pas une bureaucratie là-bas pour s'asseoir, enregistrer les gens, faire donc une sorte de suivi. Il n'y en avait pas. Les gens se sont retrouvés au Congo dans la nature comme ça. Les malfaiteurs en ont profité pour faire ce qu'ils ont fait du Congo. C'est ça. Mais dans des pays organisés, quand vous entrez en masse comme ça, il y a des camps. On vous amène au camp, on vous contrôle sérieusement. Et on vous appelle prima facie. Vous êtes le genre de réfugiés qu'on appelle réfugiés prima facie. C'est-à-dire réfugiés à première vue. Vous, il n'y a même pas question d'interview, parce qu'il y a la guerre. Et supposez au Rwanda, comme il y avait la guerre en 1994, tout le monde le sait, les médias en parlent qu'au Rwanda, il y a génocide, il y a la guerre. Quand vous entrez rwandais, automatiquement, vous êtes réfugié. Il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Et on accorde cet état, le statut de réfugié. Ce statut de réfugié-là à une grande masse des gens qui percent la frontière d'un pays pour rentrer dans un autre pays quand les événements sont encore chauds, quand le monde entier est en train de voir ce qui est en train de se passer. Le prima facie, réfugié à première vue, vous voyez le visage comme ça, vous lui donnez le statut, automatiquement. Il n'y a pas d'interview. Les interviews maintenant se compliquent. Quand vous quittez un pays, au lieu de rester, vous traversez la frontière de votre pays, au lieu de rester dans le pays là, le pays voisin, le premier pays, vous traversez encore ce pays. Supposez que vous êtes Congolais. Oh, au Congo, il y a l'insécurité, je sais Lumbashi, vous fouillez, vous vous retrouvez en Zambie. Cherchez l'asile en Zambie. Vous traversez la Zambie pour aller vous retrouver en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, en Égypte. Vous devez vous expliquer. On va poser des questions. Vous êtes en insécurité au Congo, vous traversez la frontière limitrophe, le pays limitrophe. Si ce n'est pas la Zambie, soit vous entrez au Rwanda, soit vous entrez au Burundi, soit vous entrez en Tanzanie. Le Congo est entouré de 9 pays limitrophes. La question sera maintenant, pourquoi est-ce que vous avez traversé un pays, beaucoup de pays, pour aller maintenant vous retrouver ici chez nous en Afrique du Sud? Est-ce que vous n'avez pas vu la Zambie? On va poser des questions. Vous n'avez pas vu l'Angola? Vous n'avez pas vu le Rwanda à côté de vous? Et cela maintenant dépendra de votre explication. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire? Le problème des réfugiés, ça n'a jamais été un problème général. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que monsieur le ministre, monsieur le président a dit, retournez-moi les Congolais qui sont réfugiés. Vous commencez à trembler. Non. C'est un problème individuel. Devant l'ONU, devant le HCR, chaque réfugié est considéré comme un individu particulier. Rarement, on considère le problème de masse. Le problème de masse peut arriver, mais c'est un cas très spécifique. C'est pour cela que vous allez avoir un statut. C'est pourquoi je voulais vous dire, il y a beaucoup de cas, de tas de réfugiés, beaucoup d'espèces de réfugiés dans le réfugié, là-dedans, dans le système des réfugiés. Donc, d'abord, l'ONU considère qu'un homme, un individu est réfugié lui-même. Il a un cas particulier, secret. On ne doit pas communiquer ton cas à l'autre. Non. Donc, vous pouvez vous dire, oh, moi je suis de l'UDPS. Oh, je ne sais pas comme ça, j'ai fui le Congo. Oui. Ne croyez pas qu'on va vous mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, vous êtes 1000 personnes
de l'UDPS qui avait fait autant de Joseph Kabila, c'est-à-dire du UDPS rentré. Non. Chacun a un problème particulier. Il y a des politiciens là-dedans qui étaient vus dans les journaux, ils sont là. Ils ont des preuves. À la télévision, ils parlaient, ils passaient là-bas. Il y a des gens, des individus inconnus. Tandis que toi, tu passais dans la rue, Kabila ne te connaît même pas. Mobutu ne t'a jamais connu. Tu vois que ton cas est différent de celui qui était par exemple le Premier ministre, qui était par exemple le PDG d'une entreprise au Congo. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer. Donc on ne retourne pas les gens parce que quelqu'un a dit. C'est un problème très complexe, très particulier. Et quand on retourne quelqu'un, ne croyez pas que parce qu'on le retourne, on va me retourner moi aussi. Non. Mon problème n'est pas son problème n'est pas mon problème. Chacun a son problème. Mais ceux qui ont la chance, c'est ceux qui ont déjà eu le statut de réfugié. On ne les retourne pas en désordre. Et quand on est fatigué de toi, dans un pays pauvre, en Afrique, comme je l'ai dit, tu peux bénéficier d'un statut de réfugié, mais le pays te met dans un état là où tu ne bénéficies pas de tes droits. Tu peux faire appel. Il y a des gens qui font des appels pour quitter ce pays-là, afin d'aller dans un pays là où vous allez jouir pleinement de vos droits. Droit aux études, droit au travail, un bon logement, tout ça. Et ce transfert-là, d'un pays pauvre, ou bien un pays coincé, un pays là fermé, qui vous a accepté, mais qui est un peu... qui a le protectionnisme. On t'accepte, mais on te voit toujours suspect, on ne t'aime pas. On va te transférer. Ça se trouve dans le programme de l'ONU. On va te faire quitter ce pays-là pour aller t'amener dans un pays là où tu vas t'épanouir. Et ce transfert-là s'appelle en anglais resettlement. Donc on appelle réinstallation. Te faire quitter d'un pays là où tes droits, la majorité de tes droits ne sont pas respectés, pour t'amener dans un pays là où tu dois vivre comme un être humain. C'est pour cela que vous allez comprendre beaucoup de gens qui fuient dans le passé, réfugiés. Après avoir quitté le Congo, ils se sont retrouvés dans un pays africain. Après quelques années, vous entendez qu'ils sont maintenant soit aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie. Ces trois pays-là sont les grands preneurs de réfugiés. Les États-Unis, c'est le numéro 1, suivi du Canada et de l'Australie. L'Australie a une mauvaise politique. Les Australiens sont un peu là, comme racistes, tout ça. Donc, en Europe, vous pouvez devenir réfugié. Mais il faut comprendre la tradition. La tradition européenne, c'est que ce sont des pays particuliers, avec leur culture, tout ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'événements qui se passent là-bas, qui ne se passent pas, par exemple, aux États-Unis. Parce que c'est un pays là-bas homogène. Ce sont les Allemands. Ils ont leur culture, ils sont des racistes, leur tradition, tout ça. Ils ne veulent pas que les envahisseurs viennent, en tout cas, percuter leur culture. Mais des pays tels que le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, tout ça, ce sont des pays à tradition, donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont d'abord des pays à tradition de l'immigration, hein? De pays à vocation immigratoire. C'est-à-dire, ces pays-là ont été formés sur base de l'immigration. Bien qu'il y a des Blancs qui s'accaparent de tout, ils ont le racisme, mais en général, ce sont des pays là où vous allez vivre très bien. Il peut y avoir des cas particuliers, ton voisin ne t'aime pas en cours de route, mais tu vas te sentir à l'aise. Parce que ce sont des pays multiraciaux. Bon, je pense que j'ai répondu à cette question. Mais concernant la politique du Congo, mes chers frères et sœurs, il y a un grand malaise national, comme je l'ai dit. Pourquoi il y a ce malaise national? Parce que tout a mal commencé. Donc, à un moment donné, tous les Congolais, nous étions d'accord. Nous étions d'accord sur un point. C'est-à-dire, nous voyions Joseph Kabila, nous tous, comme un mauvais. Un suspect numéro 1, lui avec son régime, c'est les gens qui travaillent pour lui. Nous étions dans l'incapacité, si pas nous tous, du moins la majorité des Congolais, simples civils, nous étions dans l'incapacité de faire partir Kabila et son système au moyen des armes. Parce que c'est un homme au fil des ans, il avait réussi à tisser un système qui faisait qu'il matait tout le monde. On était d'accord. Et c'est ce qui a engendré en nous, c'est-à-dire les Congolais,
sur tous ceux qui sont sur place au Congo, ça a engendré en eux un esprit de rejet total du kabylisme. C'est-à-dire tout ce qui est Kabila et son système, après avoir échoué de le faire partir par les armes, les Congolais attendaient Kabila au tournant. C'est-à-dire, s'il y a élection, cette fois-ci, nous allons te vomir. Pourquoi seulement en 2018? Comme vous le savez, le Congo n'a jamais eu la chance d'avoir une élection là où un civil, c'est-à-dire un civil doit accéder au pouvoir d'une manière pacifique, d'une manière légale, d'une manière honnête. À part l'indépendance, il y a eu Lumumba, Premier ministre, vous le savez, c'était toujours des militaires. Un coup d'État a mis Mobutu au pouvoir. 32 ans. Il y a eu l'AFDL qui est venu, Laurent Désiré Kabila, militaire. Kabila n'a pas eu le temps d'organiser les élections, il a été tué. Joseph Kabila a été mis là-bas, toujours par les seigneurs de guerre, militaire. Transition, militaire. Premier mandat, style militaire. Il a encore volé, style militaire. Deuxième mandat, style militaire. Donc les Congolais étaient coincés. Ils jouissaient de l'aide de ses amis, du club des gens qui étaient entrés pour fabriquer le système politique au Congo. En l'occurrence, le Rwanda et l'Ouganda. Nous étions tous d'accord. Et maintenant, le plus grand rêve des Congolais, c'était quoi? Comme Kabila était un militaire, cette fois-ci, nous allons faire partir, non pas seulement Kabila, donc le système militaro, donc je ne sais quoi là, des militaires, des coups d'État, de s'accaparer le pouvoir par des moyens donc, illégaux. Il fallait faire partir ça. Et c'est ce qui a créé un rejet total dans l'esprit des Congolais, un engouement pour aller voter. Et les Congolais sont allés aux élections avec l'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, Dieu ne nous a jamais montré cette occasion. Il faut que Kabila parte. Ils sont allés aux élections. Vous n'allez pas vous étonner pourquoi ils ont voté contre la Kabylie. La Kabylie n'a pas réussi. La Kabylie a été battue à plate couture. Et maintenant, nous sommes devant un débat. Qui a gagné les élections? Qui ne les a pas gagnées? Chacun pointe ses doigts contre quelqu'un. Toi, tu es menteur. Montre les preuves, montre les preuves. Mes chers amis, il ne faut pas aller trop loin. Dans le système de la CENI, de Nanga, Corneille Nanga, les résultats étaient chippés de là. Les résultats sont là. Et Corneille Nanga n'a jamais démenti ça. Est-ce que vous avez vu Corneille Nanga passer devant la télévision congolaise, ou bien une télévision, ou bien une radio étrangère, et dire non, ce qu'on a montré là, que c'est les résultats de la CENI, c'est faux. Corneille Nanga n'a jamais dit ça. Pourquoi? Il sait très bien que ce qu'on a pris du système par les ingénieurs, ceux qui ont vendu ça aux médias internationaux, c'est ça la vérité. Plus de 2000 pages. C'est-à-dire, il y a tous les détails, mes frères et sœurs. Nous pouvons nous aimer, nous détester, discuter, mais tous les détails sont là. Et on a contrôlé tout. On a comparé avec ce que Nanga avait là. C'est ça la vérité. Et la vérité nous a dit quoi? Le système de CENI. Pas ce que toi tu penses, ou bien ce que moi je pense. Le système de CENI lui-même. La CENI de Nanga a dit que Martin Fayulu a gagné avec 62%. Nanga le sait. Nanga n'a jamais démenti ça. On lui avait posé une question. Il y a les 2000 pages quelques. 2000 pages électroniques qui montrent détail après détail, c'est-à-dire circonscription après circonscription, que c'est Fayulu qui a gagné. Qu'est-ce que tu en dis? Nous avons les résultats ici, on a chippé ça, ça se trouve dans nos mains. Nanga, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Il sait que c'est la vérité. C'est parce qu'il n'y a pas une action forte pour amener, si pas devant la Cour constitutionnelle du Congo, vous avez vu, c'est la Cour des mafias. Ce sont des gens que Kabila a mis en place.
Kabila a mis en place en prévision de ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait. Kabila a chamboulé tout. Il a placé ses pions partout, dans tous les secteurs de la vie politique, économique et même sociale du Congo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Kabila a beaucoup travaillé pendant ses 18 ans de pouvoir. Quand vous étiez nulle part, donc un Congolais, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucun moyen. Kabila jouissait de tout. L'argent, l'armée, tout. Il a fait ses histoires, il a mis ses histoires en place pour éterniser son pouvoir. Et comme son mandat finissait, ça dit qu'il n'y a plus moyen d'aller au-delà. Il comptait maintenant rester au pouvoir d'une manière maintenant donc astucieuse. C'est-à-dire qu'il allait seulement s'effacer, aller derrière le rideau, placer quelqu'un devant lui, mais c'est lui qui allait commencer à tirer les rênes de ce monsieur-là. C'est pour cela qu'il avait mis Shadari devant, avec l'espoir que le peuple congolais, comme on a toujours dit, ce sont les dupes, les Bazoba, le peuple congolais allait voter pour Shadari. Le peuple congolais a sanctionné tout ce qui est Kabila, FCC, par terre. Le peuple a voté pour le changement. Fayoulou est dans les ordinateurs de Nanga jusqu'à aujourd'hui. Même s'ils nous disent d'autres histoires là-bas, oh écoutez, est-ce que vous avez des preuves? Martin Fayoulou n'a pas de preuves. Il peut avoir des preuves. Est-ce que vous êtes sûr que les papiers de Martin Fayoulou, c'est que les témoins de la Mouka avaient là, s'ils vont avec ça chez Nanga, la Cour constitutionnelle de Kabila, ils vont accepter ça? Non. Ils vont rejeter tout. Même un juge avait dit, un juge de la Cour constitutionnelle de Kabila avait dit que beaucoup d'histoires que Martin Fayoulou a présentées là étaient valables. On pouvait l'entendre, commencer à donc, prendre son cas en considération. Mais pourquoi est-ce qu'on a tout rejeté? C'est la magouille, la mafia. Tout, c'est la mafia qui est là. Et pourquoi cette mafia? Parce qu'il y a des gens qui veulent rester au Congo. Après avoir commis beaucoup de bévues, beaucoup de crimes, ils ne veulent pas partir. Ils croyaient que le temps s'arrêterait. Mais ils ont été surpris que le temps avançait et qu'ils s'étaient retrouvés en dehors du pouvoir. Logiquement, maintenant, ils sont en train de faire des prolongations. C'est-à-dire comment rester au pouvoir même à travers quelqu'un d'autre. Présenter les preuves. Martin Fayoulou n'a jamais présenté ça. Les gens disent ça. Même s'il en a, on ne peut pas recevoir ça par la Kabylie. Est-ce que Cash, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe ont déjà présenté à l'Internet leurs preuves, que c'est eux qui ont réussi? Parce qu'ils ont dit aussi, eux aussi, qu'ils étaient mieux organisés. Avez-vous déjà vu, eux aussi, la Mouka présenter, donc Cash présenter aussi ses résultats comme ça sur Internet? Jamais. Mais ils disent que, allez dans ma preuve. Même ma preuve, toi, moi. Vous aussi, présentez-vous vos preuves que vous avez réussi. Personne n'a présenté les preuves. Si Martin Fayoulou vous dit qu'il n'a pas présenté de preuves, Cash aussi n'a pas présenté de preuves, maintenant, à combien plus forte raison, Nanga lui-même, l'organisateur des élections, qui a tout dans sa sacoche, n'a jamais présenté de preuves aussi? Avez-vous déjà vu Nanga présenter les élections, comment ça s'est déroulé, circonscription après circonscription? Jamais. Si Nanga lui-même, l'organisateur des élections, n'a jamais présenté de preuves, et vous croyez que Nanga va accepter que les preuves viennent de gauche ou bien de droite, il va les prendre, les lire et les montrer pour accepter ça? Non. Parce que le système était mis en place pour voler. Ils ont été surpris que les résultats véritables étaient chippés et montrés au monde entier. Et comme Bazan Nanko, ils ont pouvoir Yanko, c'est-à-dire système Bolinga, on va vous diriger Nanko. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Congo, et c'est d'ailleurs ce qui a créé un malaise. Voyant que Martin Fayoulou a réussi, Nanga, collaborateur de Joseph Kabila, il a appelé. Ils se sont mis là-bas. Masta a passé. Mais Masta, il a un discours, c'est-à-dire ceux qui ont eu le pouvoir. Toko Pakatambang. Il est tellement sérieux, son discours, c'est qu'il y aura une sorte de la loi. Chargez-vous de tous les malfaiteurs. Mais nous avons peur. Nous n'allons pas lui donner le pouvoir.
Félix a échoué. Ils ont d'abord appelé Martin. Martin a refusé. Tous les Congolais le savent. Nasala Nini Nabino. Moi j'ai réussi. Pourquoi encore on doit s'asseoir pour négocier quoi? Il a refusé. Mais Félix a accepté avec Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient échoué. Ils sont allés là-bas. Bafandina Kabila. Marché Yangoy. Ils ont dit aux gens pouvoir. Tolingito légué pouvoir dans vos mains. Parce que Mastawana, Tokopakatambango. Mastawana, n'a pas soutien, tel. Nous allons passer un mauvais quart d'heure au Congo et dans beaucoup de pays là où nous allons fuir. Mais nous voulons pas que cela puisse nous arriver. Nous avons besoin de l'aide. Il fallait chercher maintenant des protecteurs. C'est Vital Kamerhe qui a amené Félix là-bas. Ils se sont mis. Et en présence de Nanga, parce qu'il fallait que Nanga montre les résultats d'abord, les résultats véritables. C'est à partir de ces résultats-là qui ont fait qu'ils ont remarqué que Shadari a échoué, Félix a échoué, mais il faut que l'opposition, que le pouvoir reste dans l'opposition pour calmer les esprits selon eux. Ils ont fait signer à Félix le deal de Kingakati. Et Félix est devenu président d'Anko. Et aujourd'hui, il y a un grand malaise, comme je l'ai dit. Le peuple congolais ne se retrouve plus. Les Congolais se posent des questions. Ce qui est en train de se faire, c'est une politique, mes chers amis. Je ne sais pas, hein? J'ai toujours dit à mes frères et sœurs congolais, peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore voyagé. On te met au monde au Congo, tu grandis au Congo, dans un système corrompu, tu n'as jamais vu l'honnêteté, tu n'as jamais vu rien de bon. C'est-à-dire, vous prenez maintenant, c'est normal, c'est comme ça. Même quand il y a des Congolais, soit des intellectuels qui bavardent, moi je vous comprends. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui travaille dans le gouvernement qui ne vole pas l'argent. Hein? Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'honnête. Son mandat arrive à la fin, il se lève, il dit bon, moi je pars, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout ça. À part Moïse, je pense, Moïse l'avait fait au gouvernorat. Il a même construit, repeint le gouvernorat. Et vous allez dire, hey, Master Moïse, on tourne la page. C'est ça le grand problème qu'on a au Congo. Mis au monde, grandi dans la malhonnêteté. Donc, négatif, dans la négativité. C'est difficile. Même si tu vas à l'école dans ce même pays-là, tu n'as pas de modèle de comparaison. Pour toi, ce qui se passe là, c'est ce qui est normal. Oh, c'est anormal. Au moins, ceux qui ont eu la chance de quitter le Congo pour voir ce qui se fait chez les autres peuvent comprendre et verser les larmes que le Congo est foutu. Allez à Kinshasa. Je ne sais pas si je mens. Les bureaux sont là, c'est par fantaisie seulement. Les directeurs signent des papiers là-bas, quelque part d'autre. Le sceau du bureau là-bas sont dans les valises, les sacoches, mallettes des directeurs. On ne doit pas te donner une chose comme ça, honnêtement. Ça passe de main en main, commissionnaire, 3, 4, 5 personnes, pour que ça arrive sur le directeur. Il va signer ça dans un ganda, là où il est en train de boire, chez sa deuxième, troisième bureau, là où il est en train de prendre le repos. Il signe le document, il donne à une femme qui va te retrouver à l'hôtel, je ne sais pas, sous un arbre près du marché. J'ai dit ce que je sais, tout ce que j'ai dit. Ne me dites pas que je rêve. J'ai eu des amis qui sont allés au Congo pour une période de temps. Ils cherchaient des documents tel. Au Congo, on ne trouve pas les documents au bureau comme ça, comme on le fait dans d'autres pays. Quand on parle de l'Europe ou bien l'Amérique, vous allez dire non, vous allez trop loin. Moi, je connais des pays africains, là où la bureaucratie fonctionne honnêtement. Allez en Zambie, allez en Namibie, allez au Botswana. Ça fonctionne très bien. On vous dit que ce papier, on l'obtient dans ce bureau. Tu vas là-bas, on paye, je ne sais pas, 25 shillings, 25 dollars de ce pays-là, 25 francs. Tu payes, tu as ce papier, tu sors. Mais au Congo, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce qu'il y a une grande pourriture nationale. Et c'est ce qui fait que, je l'ai même dit dans mes vidéos passées, un Congolais, il prend le mal pour le bien, le bien pour le mal. Congolais, on m'a bien dit qu'il va et Anabisha la combien il y a bien. Pourquoi?
C'est l'habitude. Les gens sont habitués. Ils n'ont pas de référence d'excellence. Et ce qui est grave, le peu de gens qui ont eu la chance de voyager, les riches, les politiciens, dont leurs enfants se trouvent à l'étranger chaque fois, quand ils reviennent au pays, au lieu de pratiquer ce qu'ils ont vu chez les autres, ils reviennent au pays, mais en embrassant toujours le même système négatif qu'ils rencontrent là-bas. On a vu des gens, tels que les enfants de Mobutu, les enfants des riches du temps de Mobutu, les enfants des politiciens du temps de Laurent Désiré Kabila, même au temps de Joseph Kabila. Il y a des familles telles, il y a même des messieurs tels qui jouissent de toute la plénitude des richesses, le luxe au Congo. Leurs enfants étudient à l'extérieur, dans des pays bien organisés, dans des universités chères là-bas. Mais quand ils peuvent rester même en Californie, ils restent à Paris 10 ans. Fils de tel, mon père est ministre, je suis de la famille telle. Mais quand il rentre au Congo, on lui donne même un poste là-bas facilement dans le ministère tel. Ils sont là au Congo. Au lieu de pratiquer ce qu'il a vu même à Paris, au lieu d'amener le système de gestion de Californie qui a fait que nous sommes toujours en train de nous ébahir, d'admirer ce qui se fait chez les autres, il rentre là-bas, c'est comme par sorcellerie, il entre dans le même système de destruction et de vol. C'est ce qui m'étonne. Si même tes véhicules de luxe, monsieur, enfant de tel, madame tel au Congo, tu as de beaux véhicules, il n'y a même pas de route. Là où tu dois rouler tes véhicules là-bas, tu les achètes très cher. Ça vient par bateau, par avion là-bas. Oh, et comme il y a Kinshasa, mais vous allez commencer maintenant à rouler dans Kinshasa là-bas. C'est bizarre. Mais ce monsieur-là, cette dame-là, cet enfant-là va te dire, na sala qui 3 ans, na sala qui 7 ans en Hollande, na sala qui, je ne sais pas, 15 ans en Allemagne. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez même pas prendre le système de l'Allemagne pour mettre là-bas, même dans la rue, pour conduire seulement vos véhicules? C'est toujours problématique. C'est pourquoi je te dis, il y a quelque chose. Je vous dis, mes amis, tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. Le Congo, le Congolais en général, nous avons un problème dans notre tête. Et comprenez pourquoi nous sommes en train de nager de mal en pis. Il y a de ces pays-là où tu vas aujourd'hui, tu regardes quelque chose. Tu quittes ce pays-là, tu reviens après 6 mois, après une année. Tu vas trouver un changement. Quel genre de changement? Un changement positif. Mais au Congo, tu vas, ce que tu vas voir aujourd'hui, ça ne va pas te plaire. Quitte le Congo après 6 mois, rentre au même endroit. Ça devient encore pire. Le peu que tu avais vu là-bas, le peu de macadam, de goudron, il y avait même un béton au coin. Après 6 mois, reviens, on va te dire, on a volé ça, ça n'existe plus. Il y a maintenant une grande flaque d'eau. L'eau sortait du robinet là-bas, tu reviens après 8 mois, on te dit, oh, maï du magalissou sauté. C'est-à-dire, il y a changement, mais à reculons, de mal en pis. Et quand vous avez cet état des choses, ce grand malaise national, mais encore des Congolais aujourd'hui qui défendent le gouvernement en place. Avec un processus électoral là-bas bâclé, rempli de triches, magouilles. Les gens sont allés signer des accords. Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kakabound, les Kabouya là-bas, Augustin, on les a enfermés par Kabila là, ils ont signé des accords là-bas pour protéger Kabila, les Rwandais, les Ougandais et les autres alliés là-bas, à l'étranger. Et vous croyez, vous Congolais, vous aurez quelque chose dans tout ça? Non. Mais il y a des Congolais intellectuels qui sont en train de se battre bec et ongle pour défendre ce système de mafia-là. Et pareil à des fous qui ne veulent pas savoir la source du problème. C'est quoi? Il y a des gens maintenant qui commencent à faire des critiques. Vous allez faire des critiques, même espérer. Comment allez-vous espérer quelque chose de bien d'un système qui était déjà pourri? Celui qui était là était pourri. Le peuple a fait un saut patriotique, un sursaut patriotique. Au lieu de changer les choses positivement, ils ont fait des choses encore négatives. Et vous êtes là, en train d'espérer, oh, tu commences un changement. Vous attendrez longtemps.
Vous attendrez longtemps. J'ai parlé à des gens, on s'est écrit quelque part. Et ici, ce message, je l'adresse aux fanatiques de l'UDPS. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, qui pensent que la politique, c'est la religion. Quand tu te réveilles comme ça, parce que c'est Félix qui est là, c'est-à-dire, tu comprends bien. Oh, maintenant, comment on a un changement? Mes chers amis, le changement, c'est quoi? C'est respecter d'abord les écrits, la constitution de votre pays. Vous allez aux élections, respectez ce que vous avez vu là-bas, ce qui a eu lieu. Donnez la victoire à celui qui a véritablement gagné. Donnez-lui. Quand vous le privez, tout ce qui va s'en suivre, c'est la malchance d'abord, c'est la magou. Il y a un effet spirituel. Là où il y a Batoamite Mamabe, Batoalukuta, Bamiibi, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Et vous qui aimez lire la Bible, ne vous dit-on pas que Dieu ne bénit jamais un pays en commençant par le bas, par le pied. Non. La bénédiction d'un pays commence par le haut. Si Dieu veut bénir le Congo, il va amener sa bénédiction avec les anges qui vont transporter ça. Il va chercher la présidence d'abord. Dans un royaume, on cherche le roi qui incarne le pouvoir dans ce pays. La bénédiction entre par là, pour que ça puisse bien descendre. Allez dans des coins et recoins de ce pays et vous allez vraiment en jouir. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec le pouvoir d'un pays. Quand un petit groupe de gens là-bas se prennent pour des dieux, vous les adorez même, ils volent vos richesses. Quelqu'un comme Kabila qui est venu d'ailleurs, très pauvre là-bas, sans rien, avec des boîtes en plastique. Il vous trouve là, vous les Congolais, jeunes et vieux. Il vous malmène, il pille tout. On vous montre les preuves même par des blancs. Il a autant de sociétés, il a autant d'argent dans des banques. Le système de mafia, combien de réseaux, ça fonctionne comme ceci. Bozo Tala, Bozo Ndimate. Et la même personne qui est venue hier, dans un état piteux là-bas, au lieu de vous remercier, il est devenu votre chef. Il commence même à être orgueilleux, à vous appeler. Yaka, Vandana, Kaapale. Ça n'arrive qu'au Congo. Il a convoqué une réunion là, de FCC, là où ils sont allés signer, je ne sais pas, leur allégeance à Kingakati, pour qu'ils puissent s'assurer que ces papas-là, ces intellectuels congolais, ces chefs de famille, donc lui doivent encore, bien, ils lui rendent encore le respect dont il veut, qu'il mérite. Il fallait voir. Tu vois des papas. C'est ce que j'ai dit, ce pays-là est malade. Tu vois la masse là, un homme barbu, ventru, quand il te compte ses doctorats là-bas, il est docteur, je ne sais pas, en ceci, ingénieur en cela, je ne sais pas, licencié, c'est un maître conférencier, je ne sais où. Tu vois le papa défiler. Un Kabila là qui se met là, très petit. Il y a des papas en train de signer là. Dans votre pays, Mboka Bakoko Nabino. Quelqu'un qui est venu, même s'il est congolais ou pas, il vous a rencontré là-bas. Même par la force des armes, au fil des ans, il fallait que vous puissiez lui donner une ligne de conduite. Il n'a même pas l'âge de il a l'âge de vos enfants. Peut-être c'est un petit-fils. Il n'a rien à vous conseiller. C'est à vous. Vous devrez être sage pour lui dire, petit, attention. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il vous commande là, vous allez comme les moutons des panurges, vous signez même là. Au FCC, nous sommes allés renouveler notre confiance au chef de l'État. À notre, je ne sais pas, chef moral, représentant, je ne sais pas, des titres que vous êtes champion. Mes chers amis, c'est grave. Quand j'ai vu ça, j'ai versé des larmes. C'est lui qui a ensorcelé les Congolais. Il a fait un grand boulot. Pourquoi que vous devez regarder certaines histoires? Vous les regardez sans voir, sans comprendre. Mais il y a des Congolais quand même, il est là sur Facebook. Il dit non, Botikae. Asa chef moral, représentant moral, c'est pas leader moral Nabiso. Asa je ne sais pas. Maman, Congo Nabiso, vraiment. Un jeune homme là qui est venu, il vous a rencontré. Mes chers amis, regardons les choses.
convenablement. Donc, vous voulez nous dire que le bien n'entrera jamais dans ce pays-là? Les Congolais ne vont jamais se réjouir dans leur pays? Pourquoi chaque fois que les Congolais veulent atteindre, toucher quelque chose de bien, il doit y avoir toujours des traîtres? Et c'est toujours parmi les Congolais. Toujours parmi les Congolais. L'étranger ne viendra jamais pour vous procurer du bonheur, jamais de la vie. Avec un pays riche en matière première comme ça, n'attendez jamais de service positif de quelqu'un. Jamais. C'est à nous, Congolais, de nous imposer. Il faut nous imposer. Sinon, on ne vous respectera pas, on viendra toujours pour vous voler. On a vu Félix faire des tours. Oh, il est allé en Angola, Congo Brazza, Kenya Nairobi, et tout ça, tout ça. Et quand vous lisez là, il a signé des accords. Il a signé des accords. Puisque c'est une grande cabale qui avait eu lieu pendant les 20 jours. Puisqu'on a rendu l'Internet là et le signal radio. Donc, à 21e jour, je ne sais pas, à quelques jours. Mais on compte 20 jours que Kabila a décidé, lui, il se met comme ça, le petit dieu du Congo. Il décide de vous laisser dans le noir, blackout. Il coupe l'Internet, il coupe le signal radio international. On vous laisse vos histoires là-bas, des RTNC, la magouille là-bas. Vous êtes en train de suivre pour vous tremper encore dans le mensonge là, vous lavez le cerveau davantage. Il vous a laissé dans le grand noir. Et pendant ces 20 jours-là, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans votre pays-là, beaucoup de choses se sont passées. Il y avait eu des va-et-vient. Il y a eu des présidents qui sont venus au Congo. Il y a eu des dignitaires de certains pays qui sont venus au Congo, ils sont prépartis. Les autres sont venus pour donc s'assurer que les accords-là de Kingakati soient signés. Il y a des Kagame qui étaient venus à Kinshasa, mais il y a des Congolais qui ne savent même pas que pendant les 20 jours-là, Kagame était venu à Kinshasa. Il y a Museveni qui était venu à Kinshasa. Mais il y a des Congolais qui ne savent même pas que pendant les 20 jours qu'on a coupé l'Internet, Museveni était à Kinshasa. Ils se sont enfermés avec Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Nanga, et tous les gros poissons là-bas de Joseph Kabila. Pour faire leur magouille. Quand ils se sont assurés que leur coup a réussi, c'est-à-dire les Congolais, vous allez rester toujours comme ça. Ils se sont assurés que leur coup était bien assis. Ils ont contrôlé les frontières, tout. Ils ont regardé la réaction des Congolais pendant les 20 jours. Ils se sont préparés en conséquence. S'il y a marche dans les rues, nous allons faire ceci. S'il y a ceci, nous allons faire ceci. Maintenant, ils ont signé des accords. Et Félix a signé des accords avec les Jamar Kakabund, les Augustins, là, tous les gens qui vous voyez font des bruits là-bas. Des gens qui brusquement, de diable, ils ont fait de Kabila un ange. Ils n'ont même pas honte. Il se réveille le matin, il brosse ses dents, papa, il va même au boulot. C'est la malédiction du Congo. Un homme chargé d'un grand dossier du Congo sur son dos. Un complice qui a participé au génocide du peuple congolais. Il vous appelle là, vous ne pensez même pas au pays. Quel pays nous allons léguer à la postérité demain? Le Koso est en Bongo, le Koso a titre qui présidence à Logota. Félix était là, Vital Kamerhe, les Jamar Kakabund, ils ont signé les accords de Kingakati. Pacte avec le diable. Ils sont sortis comme ça et aujourd'hui, nous voyons des gens discuter sur Facebook. Vous comptez voir ça, mais vous ne verrez pas ça. Vous savez pourquoi? N'espérez rien. Ne comptez pas voir que Félix va faire ceci ou cela. Non. Demandez-lui d'abord. C'est ce que j'ai écrit sur Facebook. Demandez à Félix de divulguer, de rendre public les accords de Kingakati que lui, Félix, avec Vital Kamerhe, Jamar Kakabund et les autres, ont signé à Kingakati dans les noirs.
ces accords-là, c'est sur base de ces accords-là que tout va découler. Ce n'est pas ce qu'on vous présente. Les discours qu'on vous dit au micro, au président, les cas qui boyent à lobby, boyent à promettre, boyent. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Un homme qui n'a pas réussi aux élections n'a pas de choix. Et le fait d'accepter cette magouille, il a clairement montré que Azam Tomtem Amabe. Il n'aime pas les Congolais, il n'aime pas le Congo. Moi, je vous le dis et on vous le dira toujours. Je sais que ça va vous faire mal, vous allez nous insulter, des tribalistes, des haineux, et tout ça. Je préfère être tribaliste, haineux pour la vérité. Non pas parce que je déteste quelqu'un, non. J'ai toujours dit, Félix, c'est un Congolais, de père et de mère. Sauf qui vraiment a passé cette élection, je ne vois pas pourquoi un Congolais devait avoir une dent contre lui. À ce moment-là, il a le pouvoir. Et nous, je devais être parmi les gens qui allaient le défendre. Boti qu'il ait le pouvoir. Il a gagné honnêtement. Boti qu'il ait. Nous n'avons pas besoin de bras de fer. Besoin de stagner la situation au pays. Besoin de reculer le Congo à cause d'un individu, d'un groupe d'individus. Non. Comptez de 1960 jusqu'à aujourd'hui, si le processus électoral démocratique au Congo pouvait être respecté, vous savez, on allait avoir combien de présidents qui devaient être là, passer par là. On devait avoir une longue liste de gens qui avaient servi comme président au Congo. Les autres seraient déjà morts, les autres allaient encore être vivants, tout ça. Ça allait faire la fierté du Congo. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Moutem Amadé est Congolais d'abord. Et les étrangers le savent. Un Congolais n'aime pas son pays. Un Congolais n'aime pas ses frères. Tu veux tuer un Congolais? Faire du mal à un Congolais? Ne va pas trop loin. Cherche son frère. Donne-lui l'argent. Il va tuer son frère. Sa sœur. Parce que les Congolais ont l'esprit d'autodestruction. Et en le faisant, il va penser que lui va bénéficier. Ils vont se détruire eux-mêmes comme des mouches, des animaux. Ils vont rester comme ça. Les Blancs le savent. Les étrangers même le savent. Ne pensez pas que quand d'autres pays se sont tués. Oh, Afrique du Sud, Ndimi, Félix Tshisekedi. Oh, Kenya, Ndimi, Félix Tshisekedi. Oh, Moni, Angola, Ndimi. Et Bandima qui n'ont pas d'intérêt pour Bandime, la présidente Nabino Alukota. Non. Pas d'intérêt avec lui. Mais ils ont des intérêts économiques. Ils ont des profits qu'ils tirent là-bas. Vous savez combien de mallettes d'argent on a transportées venant du Congo pour aller les donner à ces présidents-là? Pour Bakanga Minokonabango. Ce n'est pas parce que non, Bandimi et le processus électoral, ils savent tous qu'il y a eu tricherie. Félix n'a pas réussi, c'est Martin Fayulu qui a réussi. Mais comme ils ont devant un fait accompli, Bozo pesa bino bambongo, Bamasta na bino na pouvoir, Bozo pesa bino bambongo, Bozo pesa bango bambongo. Ils prennent, c'est fini, ils s'en fichent. Mourez, ne mourrez pas, ils s'en foutent. Vous pensez que le président d'Angola, si le pétrole là qui se trouve dans un coin là-bas de Cabinda, le gouvernement congolais dit, moi je ne vais pas m'occuper de cette histoire, depuis, vous volez ça depuis longtemps. Continuez à voler, mais bon, ça la pression sur Félix. Vous pensez que le président angolais dira quelque chose? Il va se taire. Et le silence ne dit pas qu'il aime Félix Tshisekedi. Il accepte qu'il a gagné les élections. Non. Vous lui donnez ses intérêts. Et le pétrole là, il va commencer à puiser ça à titre personnel. Vous n'avez pas donné ça à l'Angola. Vous avez donné ça à un individu, le monsieur président angolais. Il sera millionnaire. Il s'en fout. Vous donnez des avantages au président kenyan. Il ne va pas les refuser. Il ne va pas les refuser. Il va les prendre. C'est pour lui. C'est comme ça. Kagame n'en parlons même pas. Malin qu'il est. Vous avez vu le jeu que Kagame a joué. Kagame a voulu vous faire croire, vous les Congolais, qu'il est contre le résultat, tout ça, tout ça. Mais les Congolais, ils ont dit, oh, Kagame, président Union africaine à l'Oba, qui a eu tricherie. Non. S'il y a des mauvais, Kagame en fait partie. C'est seulement un langage politique. Mais il est parmi des gens qui sont venus en catémini au Congo.
avec Museveni, leur club là-bas, pour raffermir la mafia de Joseph Kabila. Et chercher un homme de paille qu'ils vont utiliser devant. Parce que Baebi, que le système fonctionne bien au Congo. Il suffit de prendre un Congolais, tu le mets devant, comme un bouc émissaire, un président de paille, un leader sans pouvoir. Les Congolais, ils vont applaudir. Et vous allez faire des histoires. Ces gens-là ne raisonnent pas. C'est comme ça ce qu'ils disent. Ils ont fait la même chose en entrant au Congo avec l'AFDL. Il n'y avait pas de moyens, pas de raison pour que le Rwanda, l'Ouganda, avec leurs sponsors occidentaux, puissent attaquer le Congo au temps de Mobutu. Ils sont tellement malins, ils ont créé quelque chose. Nous allons dire que nous voulons poursuivre les réfugiés qui sont là-bas. Les réfugiés rwandais qui ont fui là-bas. Ok, mais les Congolais, pourquoi attaquer ce pays? Notre plan, c'est d'aller voler les richesses. Mais comment entrer? Nous n'avons pas de raison. Oh, il y a des exilés, des réfugiés congolais, d'anciens politiciens, tout ça qui voulaient renverser Mobutu. Laurent Désiré Kabila. Ils ont pris Laurent Désiré Kabila, ils l'ont mis là-bas, devant. Ceux qui ont parlé à Laurent Désiré Kabila, vous et moi, on n'était pas là. C'est quoi? Les accords de l'Emera. Kabila a commencé à régner. Et à un moment donné, il a commencé à sortir des accords de l'Emera. Pourquoi? C'est un fils du pays. Après avoir regardé autour de lui, comment je suis président chez moi, mais il y a des gens qui veulent faire n'importe quoi, mais contrôler moi, jamais de la vie quand même. Il voulait maintenant faire la tête dure, frapper de la main sur la table, pour montrer qu'il est congolais et qu'eux sont des étrangers. Ils n'avaient pas le droit de lui dire n'importe quoi sur la terre de ses ancêtres. Et en ayant ce sentiment-là, il a fait quoi? Automatiquement, il a violé les accords de l'Emera. Et dans ces accords-là, on lui avait dit que si tu violes, qu'est-ce qu'il fallait faire de lui? Il fallait le faire passer. Kabila est mort, Laurent Désiré Kabila, parce qu'il avait violé les accords de l'Emera. C'est pourquoi nous disons au Congo, nous pataugeons, nous retournons toujours dans les mêmes histoires. Rien n'est nouveau sous le soleil. Pourquoi on nous dit que nous les Congolais, nous avons une courte mémoire? Tobosana Kanoki. Un Congolais peut regarder une chose comme ça, dès qu'il regarde à droite, à gauche, il oublie. Une chose qui s'est passée quelques mois, vous venez, vous lui posez la question. Il ne sait rien. Il y a ça ne va pas dans notre tête. Les Rwandais, les Ougandais sont encore au pouvoir au Congo. Ils ont changé trop de méthodes. Ils étaient venus directement comme ça avec Laurent Désiré Kabila. Vous les voyez dans les rues, vous tous. Après beaucoup de bruit, communauté internationale, tout ça, ok. Ils se sont retirés. Ils ont créé des rébellions avec vos frères et leurs frères, leurs enfants. Et ils ont vu que non, on fait trop de bruit, venez se retirer. Ils infiltrent maintenant des gens qui viennent en catimini. Joseph Kabila a fait entrer beaucoup de gens. Et parmi les 40 000 militaires dont on vous parle chaque jour, Kabila a fait entrer beaucoup. Et dernièrement, il faisait même entrer les gardiens de bœufs au Congo. Les Congolais vont se talabango, vont monitorer bien que les gens étrangers. Parce que c'est le côté. Ces gens-là entrent au Congo, s'installent. C'est pour cela que vous entendez qu'il y a des morts. Oh, massacre de tel, massacre de tel. Il y a des raisonnements congolais. Ils ont traversé cette étape-là. Ils ont tenu maintenant tous les services secrets du Congo. Tous les services économiques. Tout. Ils ont contrôlé. C'est-à-dire, comme dans une guerre ouverte. Maintenant, nous allons leur faire la guerre économique, la guerre sécuritaire. Tout ça, ça ne bénéficiait au Congo qu'à un seul homme, ou bien à son système, Kabila, et ses gens. Et le reste, ça se rendait chez Kagame Museveni.
et leur patron en Occident. Ils sont restés dans ce système-là pendant longtemps. Et ils comptaient rester. Mais ils ont vu un grand danger. Ces élections. Ils craignaient beaucoup. J'avais des informations. J'avais des informations. Kagame était inquiet quelques mois, quelques semaines avant les élections qui ont eu lieu au Congo. Ils étaient tous dans une grande panique de voir un changement positif qui bénéficierait aux Congolais. Oh, en tout cas, c'était vraiment un cauchemar pour Kagame, Museveni et leur club. Ils étaient sur le qui-vive. Tokokima na Congo, ah vraiment, c'est ça la mine. Et Kabila, leur pion au Congo, après avoir fait trop de mal, ils étaient en concertation chaque fois. Ils étaient en concertation chaque fois pour voir le outcome. Et ils ont jonglé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allez demander à qui? Corneille Nangaa. Dans son système, Nangaa n'a jamais dit que les résultats qu'on avait montrés là-bas, les 2000 pages électroniques là-bas, c'est faux. Nangaa n'a jamais nié ça. Il a dit, bon, je ne peux pas répondre à cette question. Ils ont donc préparé dans leur cuisine là-bas ce qu'ils vous ont présenté en tant que Congolais. Pourquoi? Pour sauver leurs intérêts. En utilisant qui? Comme on a utilisé Laurent Désiré Kabila par l'AFDEL en entrant, Félix Tshisekedi s'est porté lui-même, bras et pieds liés. Vous allez dire qu'on est allé le chercher, réfugié, en Zambie, en Belgique, en Angleterre. Lui-même, il était là. Et pour vous dire qu'ils ont donné une grande gifle aux Congolais. Un homme qui s'est dit de l'opposition. Un homme qui a beaucoup pleuré, crié dans le passé, qualifié Joseph Kabila de tous les noms, le traité de tous les noms. Les noms d'oiseaux, d'étrangers, avec son parti politique. Tous ceux qui sont en Rwanda, Vital Kamerhe, Cameroun, tout ce qu'ils ont dit là, brusquement, vous vous réveillez comme ça, overnight, comme disent les Anglais. Du coup, là-bas, pas le lendemain, Kabila c'est un saint, c'est un grand homme. Et il y a des Congolais qui acceptent ça. Mes chers amis, c'est une maladie. C'est une maladie. Ils ont fait leurs choses. Et nous, Congolais en général, si pas en général, parce que moi je ne suis pas dans ce groupe-là, j'ai mon raisonnement tout à fait à l'écart. Certains Congolais comptent voir Félix travailler et leur donner ce dont ils rêvent. Vous foutez le doigt dans l'œil. Ça n'arrivera jamais. Non pas parce qu'on ne veut pas que ça arrive, parce qu'il y a des accords. Demandez d'abord les accords qu'ils ont signés. Ils se sont dit quoi dans ces accords-là? En divulguant ces accords-là, dès que vous, les Congolais intellectuels, vous lirez ces accords-là, c'est quand vous saurez la part réservée à Félix Tshisekedi et la part réservée à Kabila et la Kabylie. Sinon, vous allez donner des titres, des grades, une grandeur que Félix Tshisekedi n'a pas. Vous allez donner des titres qu'il n'a même pas. Vous allez espérer des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le contenu des accords de Kingakati que Kash est allé signer avec Kabila sous l'égide des FCC. Et le grand malaise continue. Vous avez vu Félix Tshisekedi se rendre à l'université de Kinshasa. Il voulait aller parler aux universitaires. Les images ont circulé sur la toile. Les étudiants ont refusé. Ils lui ont dit clairement qu'eux ont un penchant pour Martin Fayulu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La vidéo est encore en ligne. Il y a même ceux qui sont allés même plus loin pour dire comment est-ce que tu viendras nous parler, nous, étudiants, toi qui n'as même pas étudié, tu n'as même pas un niveau académique, tu vas nous dire quoi? Après avoir triché aux élections, tu n'as rien à nous dire. Kende Konika.
C'est ce qu'on appelle malaise social. Et quand on continue, mes chers amis, il y a maintenant les dernières nouvelles. Où Félix Tshisekedi est en train d'aller de succès en succès. Il y a des gens qui sont en train de se joindre à sa philosophie, bon, qui veulent donc s'aligner avec lui, travailler avec lui, et tout ça. Pas de problème. Mais avant cela, il y a eu Joseph Kabila qui est allé le voir à sa résidence du camp là de l'Union africaine. Ils ont parlé avec Kabila et il y a eu fuite. C'est toujours quoi? Bras de fer silencieux. Kabila ne veut pas s'effacer de la scène politique. Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute. Il veut rappeler à Félix de se souvenir de l'accord de Kingakati. Et souvent, il l'appelle ou bien lui envoie des émissaires quand il sent que dans les actes ou bien les discours de Félix, il dérape. Il va en dehors de quoi? Des accords de Kingakati. Et vous-même, vous avez suivi. La bande là de FCC, les gens sont mécontents. Allez sur Internet, ils sont mécontents des discours que Félix est en train de tenir aujourd'hui. Il promet les 100 jours, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Il n'a même pas de gouvernement. Il n'a même pas de gouvernement pour réaliser ce dont il a promis là. Mais il y a des Congolais qui ont applaudi. Il va être lui-même comme ça. Donc c'est lui-même qui va se réveiller comme ça le matin, je suis président du Congo, je veux qu'il y ait des routes, je veux qu'il y ait ceci. Non, il faut qu'il y ait un gouvernement en place. Et quel gouvernement? Majorité FCC. Et ce sont les FCC, les kabylistes invétérés, avec leur ministre, la premier ministre, qui vont se mettre sur la table et faire maintenant un plan pour la réalisation des projets. Et automatiquement, le discours de Félix Tshisekedi va tomber. Mais on a des Congolais intellectuels qui ne voient pas ça, qui applaudissent. Oh, Tokokoma maintenant bien, Moni, préso, mes chers amis. Vous ne savez pas comment les engrenages de l'histoire qu'on appelle État fonctionnent. Ça montre que... Laissez-moi rire. Ça montre le degré d'ignorance qui se trouve maintenant dans votre président d'abord lui-même et les fanatiques. Il faut connaître. C'est pourquoi je dis les Congolais, nous sommes où nous sommes par ignorance. Parce que nous nous plaisons, nous nageons très bien. Un Congolais, quand il nage dans l'ignorance, il est très content. Quand tu veux le faire revenir à la raison, attention mon frère, raisonne très bien. Il y a ceci. Non. C'est ce que les Anglais appellent l'ignorance est devenue pour les Congolais une comfort zone. Hein? C'est leur zone, leur endroit de confortabilité. Donc un Congolais, quand il est ignorant, il est à l'aise. Quand il a thème à Camboana que tout raisonner. Attention, tout tourne aux questions. Est-ce que vous assurez à quoi biloko ana? Est-ce que atabiweza analanda? Tongare mzuri. Congolais condimate. Un Congolais va refuser. Il va refuser. Donc, tellement le peuple, depuis leur naissance, c'est ce que j'ai dit. Hein? Donc, j'ai horreur de me contredire. Il y a des Congolais, depuis qu'on leur a mis au monde, ils ne vivent que dans un monde, un univers de bricolage, un univers de magouille, malhonnêteté, vol. Donc, il n'y a pas quelque chose d'honnête. Il n'y a pas un système même étatique qui fonctionne. Il n'y a même pas un système scolaire là-bas honnête. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de crédit, donc tout ça. Il y a la corruption, le plus fort. Donc, pèse sur les faibles, tout ça. Donc, imaginez un enfant que vous mettez au monde, dans un pays là où c'est état des choses. Il grandit. Il n'a jamais eu de modèle positif dans sa tête. Il n'a jamais eu rien de bien dans sa tête. Vous savez tout ce que vous présentez aux Congolais. Leur univers a été fait donc des magouilles, des négativités. Ils prennent ça pour normal. Et ce que les Congolais acceptent, aucun peuple au monde ne peut l'accepter. Et surtout des gens qui ont vécu comme des êtres humains. Quand vous voulez les réduire,
hein, pour les maintenir dans un état animalistique, comme on le fait par les politiciens du Congo, ces gens-là ne vont pas accepter. Ils vont refuser. Mais les Congolais, quand ils acceptent ça, je le dis et je le reprendrai autant que je pourrai, vous êtes habitués. Vous êtes habitués. Le président est en train de faire des tours. Votre président nommé par Kabila. Pour s'expliquer, je ferai ceci, je ferai cela. Il y a des gens qui acceptent. Mais vous serez surpris. Quand on va mettre le gouvernement en place, un gouvernement de Joseph Kabila, qui sera rempli des gens de FCC. C'est quand vous allez vous étonner. Il y a encore un dossier de l'accord, avant que je ne passe à autre chose, parce qu'il y a eu trop de débats. Est-ce que vous avez Félix Assala qui accorde? Félix Assala qui accorde? Félix Assala Boye. On vous disait chaque fois, Félix n'a pas réussi aux élections. Il est là, c'est sur base de négociations. Ce n'est pas moi qui l'invente, mes chers amis. Vous allez nous insulter, nous soupçonner, dire tout ce que vous voulez, inutilement. Quelques semaines, quelques jours avant la proclamation des résultats de Mafia à 2h, 3h du matin par Corneille Nangaa, il y a eu des bruits à Kinshasa. Que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Joseph Kabila et consorts sont dans des réunions là-bas pour voir comment arracher la victoire à Martin Fayoulou et la donner à Cash, donc à Félix Tshisekedi. Lui de peut nier ça. Est-ce que vous avez insulter les gens jusqu'au jour où la vérité est sortie au clair? Et Marc Akabound, Jean-Marc Akabound avait accepté ça. Alors vous savez, bon, oui, nous acceptons, nous étions dans une réunion là-bas avec le président Kabila pour voir comment nous allons faire une passation de pouvoir civilisé. Vous allez faire une passation de pouvoir civilisé sans connaître les résultats, sans la proclamation des résultats officiels. Chers frères et sœurs congolais, vous nous avez prêté de mauvaises intentions. Quand on vous dit Félix n'a pas réussi, oh Boyini Bisso, vous êtes tribaliste, vous êtes des haineux. Avec le résultat, je vous ai dit dans ma vidéo passée, avec le résultat qu'on a proclamé, qui fait que Félix Tshisekedi est devant Martin Fayoulou avec quelques voix seulement. 600 000 si vous comptez. 600 000 voix en plus, 680 quelques mille voix. Si on fait les élections présidentielles, je reprends encore, si on fait les élections présidentielles aujourd'hui, si on fait les élections présidentielles aujourd'hui, c'est-à-dire à Beni, Butembo, Lubero, on va en Équateur là-bas, à Yumbi, il y a beaucoup d'électeurs là-bas. Selon les chiffres, ils sont plus d'1 300 000 dans le secteur de Beni seulement. Si on ajoute Yumbi là-bas, ils vont arriver même dans 2 millions d'électeurs. Et ces gens-là, c'est le fief qui n'aime pas Kabila. C'est le fief qui n'aime pas Félix Tshisekedi. Et si on organise les élections, ces gens-là vont gagner. Donc, Martin Fayoulou va sortir gagnant. Imaginez si Martin Fayoulou a seulement 1 million de voix, soit au Nord Kivu, soit en Équateur. Si le total full des gens qui vont voter, c'est 2 millions. Si Martin Fayoulou obtient seulement 1 million, il dépasse Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi sera obligé de lui remettre la présidence. Give it back to the one who deserves it. Ça doit se passer comme ça. Mais comme ils ne veulent pas ça, vous entendez maintenant leur langage, c'est quoi? Ils iront à Beni, Butembo, Lubero, c'est au Nord Kivu. Et dans la province de l'Équateur, là-bas, Yumbi et consorts. Non pas pour organiser les élections présidentielles, non. C'est pour seulement organiser les élections. Donc, comment est-ce qu'on les appelle encore? Les Français va nous tuer. Hein? Donc, les élections législatives pour les députés provinciaux, les députés nationaux. Hein? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils refusent maintenant?
d'aller à Beni, Butembo, Lubero, et aller à Yumbi, continuer avec les élections présidentielles. Parce qu'ils savent que là-bas, une fois que Martin Fayulu atteint le maximum, pas le minimum, 2 millions de gens ils vont voter pour lui, il sera devant Félix Tshisekedi. Il sera devant Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi sera obligé de lui remettre la présidence. Et comme il n'aime pas ça, comprenez pourquoi élection présidentielle et Kozalali Soussou T. Oui, merci. Il y aura maintenant les élections législatives. Et tout ça, quand un intellectuel congolais regarde, il voit ça, il prétend ne pas comprendre ça. Tu prétends ne pas comprendre pourquoi il n'y aura plus élection présidentielle à Beni, Butembo, Lubero et à Yumbi. Et pire encore, il y a même des hommes de Dieu qui prient même pour ça. Vous imposez même des mains à un voleur, à un tricheur. Frères congolais, comprenez pourquoi Dieu laisse ce pays-là dans un état négatif. Pourquoi? Manque d'honnêteté. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. Les Congolais sont très intelligents. Mais il manque une chose, l'honnêteté. Le cœur des Congolais n'est pas encore honnête. Un Congolais a la kalamtema mabe pour donner à son ami. Tu vois, ton ami réussit. Il est Congolais comme nous tous. À quoi ça a 5 ans, tout ça. C'est comme ça. C'est pour cela que ce pays-là continuera à souffrir. Non pas parce que Dieu ne vous aime pas, non. Parce que vous êtes des malhonnêtes. C'est un pays rempli de malhonnêtes. Les gens qui appellent le nom de Dieu mais qui sont malhonnêtes. Vous voyez très bien, après preuve que ce monsieur a échoué. Tu te dis, homme de Dieu, tu vas même lui imposer des mains au nom de Jéhovah. Tu dis même le nom de Jésus. C'est une abomination. C'est une grande abomination. Il fallait fuir, reculer. Un homme de Dieu, quand tu vois à la magouille, il faut dénoncer ça. C'est pour ça que vous avez les catholiques, coup de chapeau. Cardinal Mosengo a eu une conférence en Belgique. Il a clairement dit, c'est Martin Fayulu qui a réussi. Il sait que vous allez l'insulter. Vous allez dire qu'il est tribaliste, blablabla. Il a toujours été aux côtés de ceux qui ont réussi les élections. Il était aux côtés de Feu Etienne Tshisekedi. Il était un homme bon. Aujourd'hui, parce qu'il dit non, Félix a échoué, il devient mauvais. C'est ça les Congolais. C'est comme ça, mes chers amis. Le pays, ce n'est pas un bien privé. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Ne dites pas que nous n'avions pas vu cette histoire arriver. Même quand nous faisons des vidéos, pour que nous prenions le monde, même le ciel à témoin. Un jour, Dieu va nous demander, ne dites pas que Abakutanza Kutambiak. Oh, bazale koye bisabiso te. Ce qui bazale koye bisabiso ne lotoye ba kinito. Vous savez bien. Mais vous avez un cœur dur. Et Dieu n'aime pas des gens pareils. C'est pour cela que vous voyez le Congo, malgré toute l'intelligence qu'ont les Congolais, vous ne parvenez pas à changer votre pays positivement. Mais quand vous sortez du pays, on vous utilise dans d'autres pays. Un Congolais qui travaille au Botswana là-bas, il fait des miracles. Grand professeur de tel, ingénieur en tel, il va aux États-Unis. Il fait des choses que les Américains ne font même pas. C'est le plus grand ingénieur dans l'université, c'est pas du Canada. Pourquoi est-ce que quand vous allez chez les autres, vos talents là-bas réussissent? Mais quand vous êtes au pays, chez vous, ça ne réussit pas. Votre pays est envoûté, mais tellement mabé. Excusez-moi, c'est pour cela, moi, je ne suis pas hypocrite. Demandez aux gens qui m'ont connu quand j'ai quitté le Congo jusqu'à aujourd'hui. Je n'accepte pas qu'un pasteur congolais vienne me prêcher. Sorry. Jamais de la vie. Un Congolais qui se dit pasteur devant moi, je vais dire non, monsieur, acha. C'est comme ça que je suis. Je n'accepte pas que quelqu'un, un Congolais, vienne avec l'évangile de Jésus. Non, tout ça. Tous les Congolais connaissent la Bible. Pourquoi est-ce que nous ne volions pas? J'ai toujours recommandé aux Congolais de ne plus continuer à prêcher les Congolais. Les Congolais savent beaucoup. Cherchez des brebis. Allez chez les Rwandais qui continuent à nous tuer. Prêchez ces gens-là. Allez chez les Ougandais.
ne faut pas tourner chez les Congolais. Quand on vous dit vos évangiles là-bas, c'est la mafia, la magouille, vous allez nous insulter. Vous avez vu votre pasteur là-bas, Alf Lukao, ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et c'est même là, on l'a vu avec Félix Tshisekedi souvent. Un escroc tout fait, matérialiste, avec des véhicules, des jets privés, des maisons, des villas, tout ça. Et ces gens-là ont mis leurs mains dans la mafia électorale qui a eu lieu au Congo. Ils sont maintenant dans des problèmes petit à petit. Tu sais pourquoi? Le pleur des Congolais, Zamba Kotika Bangote, ils vont passer un à un. Tous ceux qui sont allés poser leurs mains, soi-disant pasteurs, qui ont chanté, qui ont supporté cette mafia, Dieu va les exposer tous un à un. C'est question de temps. Que ce soit au Congo ou bien en dehors du Congo. J'ai fait la vidéo passée, je vous avais dit, votre président là, il avait dit, quand il voulait seulement faire son discours, il y a un problème de voix. Il voulait s'évanouir là-bas. Une charge électrique a commencé à le terrasser. J'ai fait une vidéo passée. Beaucoup de Congolais n'ont pas su pourquoi cela a eu lieu. C'est quand il voulait dire au nom du peuple congolais que je représente, Zambabé Takié. Au nom du peuple quoi? On ne t'a pas voté. Ces gens n'ont pas voté pour toi. Tu vas représenter ce peuple en tant que qui est un voleur, un tricheur. Dieu a montré. Si c'était dans la Bible, vous qui aimez la Bible, vous allez dire, on a contre nos vous avez vu, Méné, Tekel. Vous allez nous montrer ça. Dieu vous a exposé un vrai Méné, Tekel. Votre président parlait dans des langues, Merti, Rast, tout ça. Mais toujours des Congolais là-bas, la Bible, en train de soutenir cette mafia, ce mensonge. Et quand vous finissez de soutenir le mensonge, vous croyez que Dieu va vous bénir? Dit, trompez-nous. Mais vous n'allez pas tromper Dieu. C'est un passe-temps. Et aujourd'hui, il y a un méli-mélo. Confusion totale, comme je l'ai dit. Comme vous remarquez déjà, il y a maintenant les gens, les kabylistes FCC, qui commencent maintenant à vouloir prendre les choses en main. Félix aussi voit que le gouvernement ne sort pas. Avez-vous déjà vu dans un pays un président? On te donne le pouvoir, comme tu aimes dire. Et puis, quand un homme persiste dans le mensonge, jusqu'à aller dire à l'étranger, quand il parle de Fayoulou, que vous avez vu, il y a la liberté au pays, même le candidat malheureux là, qui dit le soi-disant gagnant là, le soi-disant qui a, avec son soi-disant 62% là, il est libre de se promène. Tu as même l'audace, toi le menteur, le tricheur, de dire que c'est l'élu du peuple qui est menteur. Voilà comment le... Ça ne vient pas de Dieu. Comprenez pourquoi ce monsieur est allé tremper dans le satanisme. Puisque quand on t'appelle par des gens qui ont des connexions avec les étrangers, vous tous, vous savez que Kabila a des connexions avec les Rwandais, les Ougandais et les autres là-bas pour maintenir les Congolais dans l'état d'esclavage. Ils t'appellent à Talisio que Ozouak élection T. Ndekonayo Martin Falunda Zouak. C'est ton frère qui a gagné. Mais nous ne voulons pas lui donner ces élections. Avec les gens comme des Kabila, on peut comprendre. Ils n'ont jamais vécu au Congo. Donc pour eux, les Congolais souffraient. Mais toi, fils d'un Congolais, il te montre la situation. Mosengo l'a dit. Un vrai fils du pays, tu allais dire Naboy. Les gens posent à pouvoir. Boti kelande konanga. Mwachi. Ça vient à Ouina, mon pâté bitubiak. Tout le monde est. Et Dieu allait te bénir abondamment. Ça allait être une libération sur beaucoup de plans de ce pays-là. Félix, tu es allé encore fermer le bouchon. Tous les espoirs d'un peuple. Imaginez le peuple congolais qui croyait qu'on proclame comme ça, sans un coup de feu, nous allons prendre maintenant notre pays. Pour décider, nous les Congolais, qui va faire quoi au Congo. Mais toi, tu es allé servir les étrangers. Batika dans le Congo, batika dans le pouvoir, va continuer à dominer les Congolais. Et tu nous as présenté tout ce monde-là comme des saints.
Je sais que les autres ne vont pas accepter, mais Kabila, c'est un grand homme, tu lui donnes tous les titres là-bas. Malédiction. Malédiction. Tu t'es maudit toi-même sans le savoir. Le Koso en bongo, le Koso a pouvoir, un pouvoir là qui n'existe même pas. Kabila rigolait, même les Rwandais, ils rigolent. Les Congolais, Congolais, ils et tes fanatiques aujourd'hui, ils transforment la chose pour dire que ce sont les autres qui ne t'aiment pas. Non. Par contre, c'est toi qui n'aimes pas les Congos, qui n'aimes pas les Congolais. Si tu es fils de Tienne, après toutes ces années de combat, messieurs, tu n'allais pas prendre la proposition empoisonnée de ces gens-là, de ces étrangers. Il fallait refuser ça. Non, Naboy. Comme tu as accepté, tu n'aimes pas le Congo et tu n'aimes pas les Congolais. Tu t'aimes toi-même le Kumu. Qu'on écrive que j'étais président du Congo aussi dans l'histoire. Quel genre de président? Quel genre de président? C'est pourquoi ta présidence ira d'une mauvaise manière. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi de la nature. Bon, Kyungo Koumanza a dit, il ne sera pas opposant de Félix Tshisekedi. Lui, il refuse l'opposition. Kyungo Koumanza n'engage pas tout le Katanga. Kyungo Koumanza, c'est un individu. Kyungo Koumanza, c'est un homme qui a sa vie, son histoire, son passé. Et vous, les Tshisekedistes, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que Kyungo Koumanza devient votre partenaire aujourd'hui. Kyungo Koumanza devient un saint, devient un modèle, une référence pour vous, un homme de poids. Parce qu'à lobby, que lui ne va pas s'opposer à Félix Tshisekedi, vous applaudissez même. C'est pour ça que je dis que vous avez une courte mémoire. N'est-ce pas Kyungo, dans les années 90, toujours dans sa magouille, la même démagogie qu'il veut commencer à faire là-bas, avait créé des problèmes au Katanga, conflit Katangé-Kassayen. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les Kassaïens, vous avez une dent contre les Katangés. À cause des gens comme Kyungu, qui étaient à la base de ce mouvement-là. Et c'est Kyungu et Nguza Karlibon. Nous, au moins, nous sommes honnêtes. Nous parlons de nos frères. S'ils font des manquements, nous les pointons pour dire, vous avez mal fait. Mais je n'ai jamais vu un homme de l'UDPS dire que Félix a fait du mal. Jamais. C'est pour vous dire que nous raisonnons. Kyungu était à la base du conflit Katangé-Kassayen. Kyungu avec Nguza Karlibon. Ils ont encore bloqué la situation politique. Ils avaient donné des béquilles à Mobutu dans les années 90, comme Félix a donné des béquilles à Joseph Kabila cette année. Dites ça. Nous disons que Kyungu Nguza Karlibon, on est Katangé. C'était des mauvais. Et cet esprit-là est en train de hanter Kyungu. Quand il dit qu'il ne va pas se trouver dans l'opposition contre Félix, ne croyez pas qu'il dit ça parce qu'il aime Félix. Il a peur, il veut se protéger. Il sait que, Kassaï maintenant va avoir le pouvoir. Les gens à qui j'ai donné un temps dur, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire c'est leur moment. Ils vont maintenant me pourchasser. Ils vont prendre le dossier du conflit Katangé-Kassaïen. S'ils mettaient ça sur la table, moi Kyungu, je suis cuit. Puisque dans l'esprit de Kyungu, il ne pensait jamais que demain, un Kassaïen serait président. Demain, un Tshisekedi serait président. Il n'avait jamais ça dans sa tête. Bien que Félix est devenu président d'une manière là-bas de magouille. Mais on est devant le fait accompli, c'est arrivé. Et comprenez, c'est ça la peur de Kyungu Koumanza. Il sait que... Donc, aller à l'encontre de Félix Tshisekedi, montrer que je suis opposant à Félix Tshisekedi, je suis contre sa présidence. Quelque chose là que je vais montrer en public qui montre que moi, Kyungu, je suis contre. Ils vont me rappeler le dossier Katangé-Kassayen. Kyungu est déjà vulnérable. Toutes ces déclarations politiques, il le fait, ce n'est pas pour le Katanga, parce qu'il aime le Congo, c'est pour se protéger lui-même. Il est maintenant là pour lécher les bottes de Félix Tshisekedi. Pour Atikaye, à se souvenir du dossier Katangé-Kassayen. Nous,
honnêtes que nous sommes, nous mettons parfois nos frères contre le mur pour leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Mais vous, les gens de l'UDPS, vous n'avez pas cette culture. Et je vous lance un défi. Mettez sur place toute la magouille dans laquelle votre frère Félix Tshisekedi a trempé. Montrez-nous que vous êtes honnête. Moi, je vous l'ai dit, c'est pour cela que Kyungu est condamné à supporter Félix Tshisekedi jusqu'à sa mort. Aussi longtemps que Félix va rester au pouvoir. Il a peur du dossier Katangé Kassaï. Oh, Moïse Katumbi veut rentrer. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont posé des questions, qui m'ont téléphoné, tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Il faut que Moïse rentre ou pas? Moïse n'est pas saint. Il a des problèmes. Il a eu des problèmes dans le passé avec le gouvernement de Kabila, des problèmes individuels avec Kabila lui-même. Nous le savons, nous tous. Comme tout politicien congolais, il n'y a pas de saint. Parce qu'il y a des gens qui ont bouffé l'argent de Mobutu, l'argent de Kabila père, l'argent de Kabila fils, sans même travailler. Ils prenaient l'argent facilement. Oh, Moïse avec Kabila, ils ont le problème d'argent, vente d'uranium, tout ça. Nous le disons, je n'étais pas là, toi tu n'étais pas là. Je ne suis pas ici pour défendre Moïse. Parce que même Jean-Pierre Bemba a ses problèmes. C'est pour cela que nous avons dit, pendant la période des élections, nous n'avons pas voulu commencer à pointer les politiciens. Donc, raviver une sorte là de discours qui va fragiliser l'unité nationale. Parce qu'aux élections, il fallait qu'ils aillent avec un candidat commun. C'est pour cela que nous avons décidé de nous taire. Non pas que nous avons supporté tous les politiciens, non. Non. C'est question seulement de ce qu'on appelle trêve. Ça n'est pas faire des vidéos contre Bemba, contre Moïse, contre Félix. On s'était tu. Moi, personnellement, j'avais même écrit sur ma page Facebook. Je me tais. Kyungo Kmanza, suivez dans mes vidéos passées. Je n'ai jamais eu confiance dans cet homme. Si je m'enfuyais dans mes vidéos, allez sur YouTube. Vital Kamerhe, je n'ai jamais confiance dans ce monsieur-là. Dribble. Un homme malhonnête. C'est l'exemple parfait d'un homme malhonnête. Et il est parmi les vendeurs du Congo. Et ce monsieur-là le payera. Je n'ai jamais eu confiance dans Vital Kamerhe. Mais pendant la période de trêve, je m'étais tu. Il fallait critiquer personne. On s'était tu pour voir comment le processus électoral allait terminer. Et malheureusement, les mêmes voleurs-là nous ont fait rentrer dans le même fossé. Et Vital Kamerhe a joué un très grand rôle pour faire tomber Félix Tshisekedi, pour l'amener là où il est. C'est-à-dire Félix est malléable, manipulable facilement. Et Vital Kamerhe voit aujourd'hui, aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, beaucoup de gens ne parlent plus de Kamerhe. Il est là, assis dans l'ombre. Maintenant, c'est Félix qui est devenu le target. Pourquoi? Mission accomplie. Ils ont exposé Félix Tshisekedi. Tous les Congolais, le monde entier, sait maintenant que Félix Tshisekedi a été à aligné au pouvoir. Il était capable de tout pour être président. Et quand ils mettent maintenant leur bloc en place, et on veut que les gens puissent retourner travailler avec eux. Moi, je peux recommander aux vrais opposants de ne pas s'empresser. Et même au finish, de ne pas revenir. Parce que si Félix aimait les Congolais, il n'allait pas accepter ce deal. Parce que le deal de Kabila, ce n'est pas seulement le deal des Congolais. C'est vrai, il y a des Congolais corrompus autour de ça. Mais c'est un deal commandité et contrôlé, télécommandé par les étrangers. Les plus proches, ce sont les assassins. Ceux qui ont commis le génocide du peuple congolais. En l'occurrence, Kagame, Museveni, Rwanda, Ouganda et consorts. Il y a même les multinationales à l'extérieur. C'est ça le corps du deal. Si Félix avait aimé ces gens-là, il allait les laisser. Il a montré qu'il n'aime pas les Congolais. Il s'en fout des Congolais qui sont morts. Des millions de Congolais qui sont morts. Puisqu'il a pris la présidence, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va poursuivre personne. Nous le considérons comme un ennemi du peuple congolais. C'est moi qui l'ai dit. Selon moi, Félix Tshisekedi s'est autoproclamé ennemi du peuple congolais. Il est receleur des biens mal acquis. Il est protecteur de tous les génocidaires, les criminels.
qui ont commis des bévues au Congo démocratique. Il s'est porté garant de les protéger. C'est-à-dire, en posant cet acte, il va être aussi poursuivi, tôt ou tard. Vous savez, la justice, comment elle fonctionne? Tu voles, tu amènes chez un ami. Ton ami là-bas prend les histoires volées, il t'aide à cacher ça chez lui. Devant la justice, il n'a pas volé. Mais comme il a aidé à cacher des histoires volées, il est aussi passible de condamnation devant la justice. Donc Félix Tshisekedi, qu'il se mette ça dans la tête. Il est aussi passible de condamnation pour avoir accepté d'abandonner les Congolais, de les laisser dans l'état de souffrance. Donc, de matérialiser la tricherie électorale pour protéger les génocidaires du peuple congolais. Le gouvernement rwandais, ougandais et les autres Congolais. Il va aussi payer devant la justice. Il a une part de responsabilité. Bien que n'étant pas criminel, donc génocidaire, mais il a accepté de protéger ces gens-là. Et ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est nous, le peuple congolais. C'est nous, la société civile. Il y a déjà un mouvement que nous avons déjà commencé à mettre sur pied. C'est-à-dire, nous allons faire circuler une pétition. Je suis en train d'essayer un système là-bas de pétition qui sera tellement très puissant et populaire pour que les gens puissent le faire. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à faire ça déjà. Si vous avez suivi, à Goma, il y a eu une manifestation, on a même arrêté des gens. Il y a des gens tels que la Lucha. Beaucoup de gens parlent maintenant. Ils disent non. Les génocides, l'insécurité continue déjà. Félix est déjà au pouvoir. L'insécurité continue déjà. Ça continue toujours dans l'est du Congo. Donc rien n'a changé. Pourquoi? Ces zones-là, ce sont les zones utilisées, les terrains utilisés par les envahisseurs du Congo, qui ont déjà pris des terres là-bas, qui les exploitent là-bas. Comprenez pourquoi ils ont refusé que les Congolais puissent aller là-bas, faire même les élections. C'est pour cela qu'ils ont même refusé que les Congolais demain puissent avoir un président qui aura le pouvoir de contrôler tous les territoires congolais. Donc ça dit de contrôler les entrées et les sorties. Pourquoi? Ils ont déjà pris, ils se sont accaparés des terres. Joseph Kabila a signé avec des entreprises sud-africaines dans la province de l'Équateur pour l'exploitation du pétrole. Chers amis, un président sortant, à quelques mois, tu sais que je suis en train de partir, mais avec quelle intention? Il a accepté de signer des contrats. Ça vous montre qu'il est toujours là. Et quand nous vous disons qu'il est toujours là, c'est lui le maître des jeux, il y a des gens qui n'acceptent pas. C'est ce que j'ai dit. S'il faut en tout cas parler, je dirais à Moïse Katumbi de ne pas revenir. À moins qu'il a toujours joué. À moins qu'il veuille prouver au peuple congolais que lui aussi est trempé dans cette magouille. C'est-à-dire, d'un côté, il a toujours voulu montrer aux Congolais qu'il est bien, comme ça, il veut l'honnêteté électorale, tout ça. Mais si de l'autre, dans le noir, il est parmi les gens donc, qui sont contre le peuple congolais, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais, selon moi, je ne peux pas donc lui conseiller de retourner au Congo. Si vraiment il est dans l'honnêteté, qu'il se souvienne qu'il a encore des ennemis au Congo. Si ce n'était pas le théâtre, si c'était le théâtre, qu'il rentre, qu'il fasse ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire. Mais si c'était le théâtre, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Mais si ce n'était pas le théâtre, qu'il ne rentre pas. Parce que ces gens-là sont tellement sadiques, sont tellement mauvais. Et leur méfait, leur capacité de nuisance est tellement supérieure. Ils sont capables de tout pour préserver le territoire, le pouvoir et les richesses qu'ils ont. Parce qu'ils sont devenus multimilliardaires et ne sont pas prêts à lâcher ces richesses-là. Et c'est le pouvoir qui est comme leur parapluie. C'est-à-dire, en dehors du pouvoir, ils seront poursuivis. Ils savent très bien. Ils seront arrêtés. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas partir. Ils ont mis Félix Tshisekedi devant
pour les protéger. Donc que Moïse ne rentre pas. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je ne suis pas fanatique pour le flatter, tout ça. Si ce qu'il a toujours fait, c'est du théâtre, qu'il rentre travailler avec ces magouilles, ce magouilliste-là, il va montrer aux yeux du monde et des Congolais que lui aussi, c'est un magouilliste. Si vraiment il est honnête, qu'il ne retourne pas, sachant ce qu'on voulait le faire, et ce qu'on voulait lui faire par ces gens-là. Donc il reste là où il est, on va le faire rentrer. Mais ces gens-là ont une capacité de nuisance tellement énorme qu'ils se souviennent de Moulélé. Moulélé était mort comment? Moïse, son homonyme, Moïse Tchombe, était mort comment? C'est après toujours des conflits politiques. Oh, revenons au gouvernement de la région nationale, donnez-nous la main dans la main. Les naïfs, quand vous rentrez comme ça, vous êtes quoi? Parce que là où ils sont à Kinshasa, même Félix le sait. Il sait que Moïse Katumbi est plus célèbre que lui. Moïse Katumbi, en rentrant, il va porter de l'ombrage contre beaucoup de politiciens. Son charisme là va effacer beaucoup de politiciens. Ils le savent. Il y a des gens comme des Jean-Pierre Bemba. S'ils reviennent là-bas, la Kabylie va bouger. Comme ils ont déjà mis leur plan sur place, ils vont les faire retourner sous couvert de fausses promesses. Non, nous serons bien, nous allons travailler, tout ça. Ça, c'est la mafia. La mafia hier est toujours mafia aujourd'hui et pour toujours, ce qui s'est fait au Congo, c'est la mafia. Jusqu'à ce qu'on va changer le système. Donc retourner au Congo, c'est rentrer dans la gueule du lion. C'est comme ça. C'est ce que j'avais à dire, mes chers frères et sœurs congolais. Je pense m'arrêter par ici. Et je sais que le pays est dans des sales mains. Rien de bon n'est à l'horizon. Parce que ce qu'ils ont commencé à faire dans le noir, c'est le mal. Et le mal reste mal. N'espérez jamais gagner quelque chose de bien, de positif, dans une action mauvaise. Quand vous plantez le mal, vous récoltez le pire. Donc ces gens-là n'ont pas planté le bien. Tout ce qu'ils ont, c'est le mal. Tout a commencé par la magouille. Tout a commencé par la tricherie. Donc n'espérez rien de bon. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de maudire ces gens-là, c'est ça même la loi de la nature. Parce que j'ai entendu même des tshisekedistes qui ont commencé à parler de mysticisme. Non, par l'effet mystique, il y a ceci, il y a cela. Non. Ne confondez pas le mysticisme et le charlatanisme. Le mysticisme est pur. Peut-être c'est le nom qui vous fait peur. Parce que le français, d'abord, ce n'est pas la langue des Congolais et des Africains. Ce n'est pas votre langue. C'est pour cela, parfois, vous avez une mauvaise interprétation de certains mots. Donc, c'est comme ça. Le mysticisme, c'est la pureté. Mais il y a les gens qui prennent le charlatanisme, la sorcellerie, qui font entrer ça dans la Bible pour faire des miracles et tout ça, mais qui disent, oh, c'est le mysticisme et tout ça. Non. Un homme mystique respecte les lois de la nature. Il sait que si tu voles, c'est mauvais. Si tu triches, c'est mauvais. Si tu envies quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est mauvais. Un homme mystique, on ne l'appelle pas pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Il ne le prendra pas. Un vrai maître mystique ne prend pas. Quand quelqu'un prend, il n'est pas mystique, c'est un charlatan. C'est un magicien de la magie noire. C'est comme ça que la loi de la nature fonctionne. Parce qu'un mystique croit que Dieu ne crée plus. Il a déjà cessé de créer, mais il a déjà imposé sa loi dans la nature. Et c'est la loi qui dirige tout ce que nous faisons. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait au Congo, c'est le mal. Même un enfant le sait. Et comment comptez-vous voir ces gens-là récolter le bien? On attendra longtemps. Et je vous remercie. Ne jamais trahir le Congo.